Il y a quelque chose de fascinant dans le fait que le cerveau humain soit capable de retenir la liste complète des chevaliers du zodiaque, mais pas où il a garé sa voiture. Et pourtant, dans une époque où on nous demande de penser à tout le temps, le climat, le régime fiscal, les mots de passe à plus de 10 caractères, il y a une petite poignée d'irréductibles qui choisit de penser à autre chose. À des bulles, à des cases, à des personnages en spandex, des dragons géants et des gamins qui rêvent d'échapper à la gravité terrestre. Oui, les lecteurs et lectrices de BD sont peut-être les derniers vrais rêveurs de ce siècle. Des gens qui, quand on leur dit réalité augmentée, répondent « J'ai déjà ça dans mes étagères, merci, t'es gentil ». Des gens capables d'expliquer pourquoi Batman est un personnage tragique, mais incapable de changer une cartouche d'encre sans provoquer un incident diplomatique avec l'imprimante. Alors aujourd'hui, dans la bande à bulles, on vous propose une respiration. Une pause loin du bruit, mais pas loin du sens. Parce que oui, les histoires en images, ça peut aussi nous parler de solitude, de passion, de foot, de colonialisme spatial ou de sombres créatures à l'amour vénéneux. Et tout ça sans que personne ne vous demande votre numéro de sécurité sociale à la fin. Pour ce faire, je suis accompagné de mes compères, à commencer par l'incontournable Adrien. Bonjour Adrien. Salut. Il y a aussi l'inénarrable Laurent. Salut Laurent. Salut Rémi. Quant à moi, j'ai toujours autant de plaisir à vous retrouver dans notre modeste studio. Au menu du jour, Adrien nous embarque dans un univers où l'espace est un océan de possibilités et les rêves sont à l'éther, le château des étoiles d'Alex Alice. C'est du rétrofuturisme avec des moustaches, de la conquête spatiale et des moteurs à éther. Autrement dit, c'est comme Elon Musk, mais avec du charme. Ensuite, je vous parlerai d'un comics aussi doux qu'angoissant, celui que tu aimes dans les ténèbres. Une autrice isolée dans une maison, un fantôme qui n'a peut-être pas que de l'amour à offrir et une ambiance qui donne envie de dormir avec la lumière allumée. Mais aussi avec un avocat à portée de main. C'est beau, c'est flippant et c'est pas forcément à lire seul un dimanche soir. Et Laurent, lui, va activer votre mémoire affective en parlant de On l'appelait Bébéto, une BD qui sent le foot populaire, les années 90 et les rêves d'enfants faits entre deux HLM. Un récit qui vous rappellera que l'odeur du gazon mouillé, c'était aussi celle de l'évasion. Puis on passera au débat du jour où on se posera la question de quels personnages ont le mieux survécu au temps. Parce que si Batman est toujours là à 85 ans, d'autres comme Bécassine ou Lagaffe ont peut-être un peu plus de mal avec la mode, la dubstep et les nouvelles lois sur le harcèlement moral. Et enfin, on terminera avec nos lectures récentes, nos coups de cœur et nos envies du moment. Car, comme le dit ce vieux proverbe que je viens d'inventer, on ne juge pas un lecteur à sa bibliothèque, mais à sa pile de livres pas encore lus. Alors enfilez vos chaussons, éteignez les infos et laissez-vous porter. La bande à bulles, c'est maintenant et ça fait du bien. Alors on va commencer par un grand bol d'air spatial. Oui, je sais, ça veut rien dire, mais c'est pourtant exactement ce que vous allez ressentir. Parce que avec le château des étoiles, Adrien nous emmène dans un récit où la conquête de l'espace ne passe pas par des fusées surpuissantes, mais par de l'éther. Oui, de l'éther. Et non, ce n'est pas une marque de lessive ou de station de métro, c'est une énergie mystérieuse qui permet de voyager entre les planètes. C'est un peu comme si Jules Verne avait bu un coup avec Hayao Miyazaki et ensemble ils s'étaient dit « Ok, il y a un truc ». Adrien, fais-nous décoller. J'ai voulu choisir le Château des Étoiles pour une raison toute bête, c'était déjà pour faire plaisir à Laurent, et c'est toujours bien de faire plaisir à Laurent, parce que Merci. apparemment, on raconterait que mes dernières chroniques étaient sur des sujets un petit peu sombres, des BD pour adultes, un petit peu déviants. Donc voilà, on retourne un petit peu vers la lumière, on se calme un petit peu, et on fait quelque chose pour tout public. Mais le choix était extrêmement facile, tout bêtement parce que le Château des Étoiles, c'est vraiment une saga que personnellement j'adore pour plein de raisons. Le Château des Étoiles, en fait, ça pose une question toute bête, c'est et si la conquête spatiale s'était déroulée un siècle plus tôt, c'est-à-dire au 19e siècle, à la fin du 19e siècle en l'occurrence. Le pitch, je vous le fais en 2 secondes. C'est Séraphin, donc, qui est jeune garçon dans le premier tome qui est sorti, et qui a perdu sa mère qui était partie à la recherche de l'éther, et qui est partie s'envoler en fait dans un ballon vers l'espace, et qu'on n'a plus jamais revu. Et en fait, Séraphin, il se retrouve mêlé à un complot international qui implique déjà son père, qui a disparu lui aussi, la course aux étoiles, le roi de Bavière, Bismarck et Napoléon III. Une sacrée recette. Il y a peut-être un mot que vous n'avez pas tout à fait compris, c'est quand j'ai parlé d'éther. Alors, Rémi en a parlé un tout petit peu de l'éther, mais pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, parce que c'est un nom qui n'est pas propre en fait au Château des Étoiles, c'est vraiment une théorie qui a existé, c'est qu'en fait, on avait du mal à penser il y a quelque temps le vide. Et donc on se disait que c'était pas possible que les
planètes, que l'espace, que les étoiles, que les constellations en fait tiennent par elles-mêmes dans l'espace. Et donc on se disait qu'il y avait forcément une matière en fait qui, en gros, un petit peu comme de l'eau, tenait tout ça ensemble en fait. Et donc c'est une matière qu'on allait pouvoir un jour quantifier, explorer et vraiment comprendre un petit peu mieux. Pourquoi est-ce que je vous parle de l'éther en fait? Parce que le Château des Étoiles, c'est à la fois un parcours initiatique, c'est la quête d'un enfant qui cherche comme ça à se dépasser, à explorer les étoiles. Mais moi, j'aimerais parler en fait de cette saga qui comprend aujourd'hui 7 tomes. Le 7e est sorti il n'y a pas très très longtemps et le 8e arrive bientôt. C'est un peu réfléchir, c'est quoi l'éther du Château des Étoiles? C'est quoi pour le Château des Étoiles un petit peu cet élément source qui tient un petit peu tout ensemble? Et est-ce que nous, on va réussir à la faire exister? Parce que l'éther aujourd'hui, ça a été quelque chose qui a été complètement annulé. En fait, on sait que c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais on va se placer un petit peu dans la théorie justement d'Alex Alice et on va se demander, nous, est-ce qu'on arrive à trouver l'éther du Château des Étoiles tous ensemble? Et c'est quoi l'éther d'une œuvre? Pour parler un petit peu rapidement d'Alex Alice, que j'ai personnellement envie d'appeler double A en fait tout le long de cette chronique, mais je vais me retenir très très fort. C'est un auteur qui a 50 ans, scénariste, dessinateur. On l'a connu au tout départ en fait pour une saga qui s'appelait Le Troisième Testament, qu'il a écrit avec Xavier Dorisson. Il a surtout aussi explosé avec une autre série BD qui s'appelle Siegfried. C'est l'adaptation en fait de l'anneau des Nibelung, ou de Nibelungen, qui était notamment adapté en opéra évidemment par Richard Wagner. Et donc ça, c'est vraiment en gros ce qu'il a fait apparaître sur la scène en général. Donc c'est ça qui a créé son nom. Mais aujourd'hui, le Château des Étoiles, c'est sa grande œuvre, à mon avis, vraiment ce sur quoi il se consacre totalement. Je parlais un petit peu justement d'adaptation d'un mythe français. Le Château des Étoiles, le point de départ qui est intéressant, c'est que justement, c'est aussi une adaptation comme l'anneau des Nibelung d'un mythe quelque part, mais c'est justement un mythe très très français. Le Château des Étoiles, c'est pas compliqué, c'est ce qu'on appelle une uchronie, c'est-à-dire qu'on retraite en fait du passé, mais on y ajoute un élément en fait qui aurait fait dévier et qui crée une nouvelle ligne un petit peu temporelle en fait dans un passé que tout le monde connaît. Là, la ligne temporelle, c'est pas compliqué, c'est l'éther justement qui permet le voyage spatial. Donc on retrouve des personnages historiques, il y a un contexte historique qui est très très fort. J'en ai un peu parlé avec Bismarck, avec Napoléon III, avec l'idée justement des empires qui s'affrontent et qui s'affrontent à l'époque en fait, notamment suite aux conquêtes coloniales en Afrique, en Asie. Là justement, c'est transposer ça, mais en gros à la conquête de l'espace. Donc cet élément perturbateur qui crée cette nouvelle temporelle, c'est cette nouvelle technologie et donc qui déplace en fait le début de l'exploration spatiale 100 ans plus tôt pratiquement, et on se demande justement qu'est-ce qui va se passer. Donc ça a un look extrêmement rétrofuturiste parce qu'on assume complètement en fait le style vestimentaire, les décors, les accessoires de l'époque, mais simplement on les transpose à une réalité qui ne se veut pas en fait une réalité scientifique, c'est-à-dire qu'on n'essaie pas vraiment de faire fonctionner de manière parfaite en fait l'ensemble, mais on utilise ce décorum qui est très très fort justement du nouvel empire et on le transpose justement à la conquête spatiale. On pense tout de suite un petit peu au steampunk, à des œuvres comme ça, mais c'est pas du steampunk, on va dire, c'est de l'éther punk. Oui, parce que justement, il y a quelque chose que je trouve très intéressant dans cette BD, c'est qu'il y a certaines BD qui sont steampunk ou qui sont dans des univers uchroniques où tout est déjà fait. Or là, on part d'un contexte qui existe, qui fait très réaliste, et juste en tirant ce fil de l'éther, ça va évoluer jusqu'à quelque chose de très différent. Mais ce que je trouve assez intéressant, c'est que pour un lecteur justement qui n'est pas forcément habitué à ce type d'uchronie, c'est assez facile de rentrer dedans, puisque à travers les yeux du personnage principal et de ses compagnons, on va tirer ce fil-là pour arriver sur des choses un petit peu plus de l'ordre de la SF. On va accompagner cette conquête spatiale du premier au dernier tome, enfin le dernier tome actuel en tout cas. Je reviens un petit peu à cette idée d'œuvre tout public. Je trouve que là vraiment ça s'y prête très très bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une complexité folle, mais c'est une bonne chose là pour le coup dans la façon dont je le dis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une deuxième référence que je trouve très importante, c'est celle de Pierre-Jules Hetzel. Alors pareil, qui est lié à Jules Verne complètement, mais c'était son éditeur. Et là, c'est plus un petit peu pour le dessin et pour l'iconographie et pour, j'ai envie de dire, le projet général du Château des Étoiles d'un point de vue purement graphique. On n'a qu'à voir les couvertures en fait qui reprennent le code visuel en fait justement des fameuses éditions qu'on connaît tous de Jules Verne, qui sont vraiment la définition qu'on peut avoir du roman d'aventure. Et ça reprend en fait toute cette iconographie là complètement. Et les dessins à l'intérieur, très intéressant parce qu'en fait, c'est comme des crayonnés un petit peu, mais avec une mise en couleur à l'aquarelle. Et donc, ça donne une impression justement hyper tactile, très artisanale en fait à l'œuvre en elle-même. Il y a quelque chose de très sensitif, donc ça, c'est hyper, hyper agréable. Alex Alice, il écrit et il dessine. Donc là, il fait vraiment une œuvre totale pour lui. Il y a toute cette part aussi de world building, de création d'univers. Donc c'est vraiment une œuvre, à mon avis, extrêmement importante pour lui et qui, à mon avis, lui prend énormément de temps. Le petit, entre guillemets, reproche que je ferais, mais c'est pas un reproche, c'est que les dessins en eux-mêmes ne sont pas toujours égaux.
il y a un tel travail, à mon avis, graphique de création qu'on le pardonne tout à fait. Et c'est très souvent justement sur les vignettes en fait, d'action, les séquences en fait, où tout se déplace très rapidement, qu'on sent forcément que, j'y reviendrai un petit peu, mais il y a des questions aussi de délai de publication à respecter. Je l'imagine très très bien, en tout cas, si on lui donnait 10 ans, être capable de passer 10 ans sur un tome. Ouais, parce qu'il faut quand même préciser que Siegfried, si je prononce bien, l'œuvre dont tu parlais avant, c'est une claque visuelle. Et je pense qu'il a pris beaucoup plus de temps sur chaque planche. Et c'est vraiment un niveau de dessin très très élevé. Donc c'est vrai qu'à mon avis, les délais doivent jouer aussi. Je sais pas dans quel cadre ça a été produit. Je ne sais pas non plus. Mais en tout cas, c'est intéressant. Ce qui est intéressant sur le Château des Étoiles, c'est que c'est un projet éditorial un petit peu général et c'est un vrai world building complet. La publication, en fait, elle commençait pas par les albums que là, moi, j'ai devant moi, donc en l'occurrence les 6 premiers tomes. Elle commençait par la Gazette des Étoiles. C'est-à-dire qu'en fait, c'était publié dans les librairies sous forme de grand journal divisé par chapitres et chaque chapitre était sorti de cette façon-là. Agrémenté en plus d'articles écrits par Alex Nikolavitch, qui en fait écrivait de faux articles dans Le Monde du Château des Étoiles. Donc il y a une vraie volonté un petit peu d'expérience totale en fait là-dessus, que moi je trouve hyper satisfaisante, hyper rafraîchissante. Il y a une cohérence du monde, il y a une volonté en tout cas d'aller vers ça qui est vraiment superbe. C'est vraiment de très très beaux objets et ça participe. C'est des grands journaux aussi. On a vraiment, quand on le déplie, on a vraiment l'impression. C'est même, je pense, je me suis fait la réflexion. Si on prend justement un magazine de presse, je pense que le format est un petit peu plus grand. Même. Je pense, ouais. Donc il y a quelque chose d'extrêmement confortable en fait. Mais ça ajoute une dimension feuilletonnante intéressante. Excusez-moi, mais ces journaux-là, c'est de la BD pure ou il y a la rédaction type article ? Il y a la rédaction type article. Ok, d'accord. C'est vraiment comme un faux journal, mais simplement il y a aussi en fait à l'intérieur les planches. D'accord. Tu as tout dit quand tu dis que ça réévoque complètement le côté feuilletonnant. Et là, on revient justement sur Jules Verne. On revient un petit peu sur la tradition du feuilleton à la française, justement. En l'occurrence, là, du roman d'aventure, mais c'est du roman d'aventure de science-fiction. Et donc là, la filiation, elle est d'autant plus évidente, quoi. Il y a aussi, je l'évoque rapidement parce que je ne l'ai pas lu, même un récit complémentaire qui a été écrit. Oui, Les Chimères de Vénus. Exactement. Un spin-off. Alors, ce qui est intéressant, c'est que un des scénaristes, même le scénariste principal, je crois, de ça, c'est Alain Hérol. Et c'est pas n'importe qui, c'est le scénariste des Indes Fourbes. Oh. Voilà, c'est un sacré nom pour juste un récit a priori juste parallèle, on va dire. Le Château des Étoiles, c'est pas compliqué, ça a été un double coup de cœur immédiat pour moi. Pour 2 raisons toutes bêtes. La première déjà, c'était le style visuel. C'est qu'en fait, quand j'ai ouvert la première page, ça a été une claque intégrale. J'ai adoré le style, j'ai adoré les couleurs, j'ai adoré justement ce côté, moi qui personnellement ai un petit problème parfois avec le style que j'appelle le style palette graphique. Ce que je veux dire par là, c'est pas l'utilisation des palettes graphiques qui me dérange, mais c'est le leak, mais c'est le style un petit peu couleur parfois artificielle, ou l'impression, le sentiment de planches vraiment un petit peu numériques qui ont vraiment été sorties. Moi, je m'en fiche en fait comment les planches sont vraiment faites au final. Ça se trouve, il utilise beaucoup la palette. Oui, c'est pas ma problématique, c'est vraiment la pure question de rendu instinctif. J'adore ça justement, le côté de sentir le trait à fond. Je trouve que ça donne quelque chose de complètement vivant. La claque, elle a été d'autant plus grande que le premier tome, le premier chapitre, je l'ai trouvé très très fort aussi. C'est une magnifique introduction, c'est-à-dire qu'en fait ça pose tous les enjeux en quelques secondes. La séquence d'introduction, elle est sublime, elle est intrigante, elle est tragique. C'est un lancement parfait pour le reste de l'histoire. Je vous en dis pas plus, je vous invite à le lire et à voir exactement ce que c'est. Mais en tout cas, il y a une maîtrise scénaristique qui m'a sauté au visage tout de suite avec le style. Bon, il y a une autre raison pour laquelle il y a eu un petit coup de cœur, mais ça c'est purement personnel. C'est qu'en fait, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est que l'histoire se déroule au début à Courrières et à Lille. Voilà. Et il y a notamment la gare Lille-Flandre qui apparaît dans la 3e page. Et alors là, si vous voulez, j'étais conquis, quoi. On pouvait pas faire beaucoup plus. C'est vrai que ça fait plaisir. Et j'y repensais d'ailleurs justement en passant gare Lille-Flandre justement. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est venu souligner l'aspect de la gare peu rétrofuturiste. Forcément, on n'habite pas très loin, donc forcément, ça nous touche. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai relu justement les BD pour l'émission et je suis repassé par la gare et en fait j'ai dit mais en fait c'est exactement ça. Ouais. Donc alors avec un côté un petit peu plus rétro, mais du coup ce qui est assez intéressant c'est que c'est pas juste une inspiration, c'est vraiment ancré dans le réel pour mieux partir dans l'imaginaire. Donc c'est pas compliqué, le Château des Étoiles, donc dans ces 7 tomes, c'est un récit qui est hyper enlevé, très enthousiasmant, extrêmement frais, c'est ça qui est très important, il y a un sens de l'aventure vraiment vraiment hyper plaisant. Les personnages, il y a de l'humour, il y a des grands sentiments. C'est vraiment le récit d'aventure tel qu'on peut l'imaginer, le rêver et l'adorer. C'est un récit aussi où il n'y a aucune place pour la moindre forme de cynisme
Et ça fait un bien fou. Aujourd'hui, on arrive donc au 7e tome. J'ai un sentiment mitigé serait trop fort. Mais un tout petit peu, il y a une gêne qui m'empêche d'être totalement enthousiaste. Et j'avais du mal à comprendre ce que c'était. Et c'est pas mal parce que faire cette chronique m'a un petit peu obligé à réfléchir, à relire les BD et à me réinterroger un petit peu sur qu'est-ce qui me pose un tout petit problème aujourd'hui. Et en fait, je crois que c'est purement dû en fait à l'ambition du projet et à la structure narrative qui nous est entre guillemets imposée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, l'ambition à la base de cette saga, elle est vraiment énorme. Et je pense qu'on peut pas se défaire de cette ambition-là parce qu'en fait, quand on a lu le premier, le 2e tome, il y a quelque chose d'énorme qui nous est promis tout de suite. C'est une relecture, mais c'est même pas une relecture de la conquête spatiale actuelle parce qu'en fait, ils vont tout de suite beaucoup plus loin que, que nous. Et en fait, voilà, il y a cette création d'univers à explorer, en fait, et là, d'un seul coup, il y a une densité qui est attendue, nécessaire. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Château des Étoiles, c'est publié par cycle. C'est des cycles de 2, en fait, BD. Le cycle numéro 1, c'est pas compliqué, c'est l'introduction de l'histoire, et ils vont sur la Lune. Le cycle numéro 2, ils vont sur Mars. Cycle numéro 3, planète extrêmement exotique et très très dangereuse, ils vont beaucoup à Paris. Et le cycle 4, c'est consacré plutôt à Vénus. Enfin, en tout cas, ils vont vers Vénus, et après, des choses se passent. Le cycle numéro 1, il est vachement plaisant parce que justement, tu as cité Miyazaki, tu as cité un petit peu, il y a une grande mélancolie qui se déverse un petit peu dans ce livre-là, et notamment avec le personnage de Louis II de Bavière, qui est vraiment un personnage hyper plaisant, justement, lui très très Miyazakiesque, je trouve. Totalement. Mais c'est très bien fait, ouais, justement. On retrouve, quand on lit Château des Étoiles, on est comme à la maison. On est Ça me fait penser à Damiboshi dans Princesse Mononoke. Je trouve qu'il y a cette ambivalence-là. Oui, il y a ça. Même le personnage de magicien, je trouve, dans le château ambulant, il y a quelque chose. On retrouve en tout cas ces figures-là de personnages très romantiques, mais qu'on sent justement complètement happés par leur passion. Oui, voilà. Et happés par une forme de folie, une forme d'obsession qui justement les retient, mais en même temps, c'est des personnages qui sont globalement plutôt positifs. Le Château des Étoiles, c'est un petit peu comme un petit musée intérieur, c'est-à-dire qu'on retrouve vraiment des figures, des personnages, c'est un univers qui est très référencé quelque part, et donc on retrouve vite ces petits, on est vraiment comme à la maison, dans un bon fauteuil très très confortable quand on lit le Château des Étoiles, et c'est très agréable justement pour ça. Le cycle numéro 2 sur Mars, il est vachement intéressant parce que je trouve qu'il traite plus frontalement un petit peu de la question de l'allégorie par rapport au colonialisme, par rapport au peuple justement qui découvre en l'occurrence sur Mars, et les références elles s'élargissent un petit peu. Je trouve qu'on est très proche d'Edgar Rice Burroughs avec la princesse de Mars, là pour le coup, avec justement les statues sur Mars, les créatures. En tout cas, on explore quelque chose de beaucoup plus exotique encore que le début. Le cycle 3, lui, on part plus dans un petit peu de logique, un petit peu d'espionnage, de machination, d'intrigue un petit peu politique. On est quelque chose d'un petit peu plus terre à terre parce qu'on est une grande partie de l'histoire sur Terre. Non, moi, la problématique que j'ai un petit peu avec le Château des Étoiles, c'est pas compliqué, c'est dû au délai de publication. C'est-à-dire qu'en fait, sur chaque cycle, entre chaque tome en fait de cycle, il y a un an qui se passe. Donc en fait, on est vraiment dans une continuité d'histoire, il faut attendre un an. Et après, il faut attendre entre chaque cycle, c'est-à-dire que les 2 premiers tomes sortent, il y a un an entre tome 1 et tome 2. Après, il y a 2 ans pour que le cycle 2 commence. Il y a un an entre le tome 1 et le tome 2 du cycle 2. Et alors, il y a eu un léger dérapage sur le dernier cycle, c'est-à-dire que le cycle entre 4, il y a 3 ans d'attente avant que le cycle démarre. Il faut savoir que Château des Étoiles, ça demande beaucoup de temps, mais c'est des BD qui sont une 50aine de pages, à peu près. Donc c'est un temps de lecture, alors en fonction de la vitesse de chacun, de 40 minutes, peut-être 45 minutes. Après, c'est très joli, il y a beaucoup de détails. Alors, mais... Exactement. Moi, notamment, j'ai trompé mon cerveau quand j'ai lu notamment le cycle sur Mars, où je me forçais à lire un chapitre seulement par soir. Pour faire durer, justement, pour vivre un petit peu le temps de narration qui est vécu en fait en vrai par les personnages. Et donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile parce que notamment, l'histoire scénaristiquement, elle a un tout petit peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'en fait, les cycles ne concluent, c'est pas des histoires individuelles en fait, par tome ou par cycle. C'est-à-dire que quand le cycle se termine, il y a quand même toujours un lancement vers la suite et on a fait une étape, mais il n'y a pas un sentiment non plus de conclusion absolue. C'est presque une fin de saison. C'est une fin de saison. Ouais, c'est une fin de mi-saison. Avec un gros, un sacré cliffhanger. C'est un cliffhanger de mi-saison, on va dire. Donc il faut un petit peu accepter cette légère frustration qu'on peut avoir narrativement à un temps de lecture forcément court, mais c'est parce que c'est bon aussi. On a envie que ça dure beaucoup plus longtemps. Et il vaut mieux peut-être que ça s'arrête quand on voulait que ça continue plutôt que ça dure trop longtemps et qu'on s'ennuie. Hein. Mais ça crée juste une immersion dans cet univers qui est un petit peu difficile. C'est-à-dire que moi, par exemple, on a commencé vraiment à Château des Étoiles à lire dès la publication du premier tome. Donc en 2014. Donc ça commence à remonter un petit peu. D'accord. Et on n'est vraiment pas proche de la fin, a priori. Franchement, enfin, je sais pas, pour moi, j'ai l'impression qu'il reste encore beaucoup de choses à raconter. C'est juste ça qui est un petit peu difficile, c'est que l'immersion, en fait, le fil narratif, il est un petit peu en pointillé. On n'a ni tout à fait, en fait, des histoires individuelles par cycle, ni tout à fait le sentiment qu'on regarde une grande saga qui mène clairement vers quelque chose. On est un petit peu entre les deux. Et c'est ce qui crée un petit peu ce côté, cette lecture difficile, c'est pas ça, mais un tout petit peu frustrante, en fait.
il y a des palliatifs qui existent à ça. C'est-à-dire que, comme j'en parlais, il y a les chimères de Vénus qu'on peut lire entre deux. Bon, après, voilà, ça va pas non plus vous occuper un mois de plus. Hein. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'entre les cycles, il y a des sauts temporels qui sont en fait aussi les sauts temporels généralement que les personnages connaissent. Que, en fait, on saute 1 année, 2 années, un petit peu. Donc ça aide aussi un petit peu à se replonger, puisqu'en fait, on grandit avec eux. Il y a un vrai temps qui est passé. On n'a pas à attendre 3 ans et on commence le tome 7. Et en fait, il s'est passé 5 minutes. Mais bon, ça réclame de se remettre un petit peu la tête dedans, en fait, avant de commencer chacun des prochains tomes. Ce qui est intéressant avec le Château des Étoiles, c'est qu'en fait, nous-mêmes, on baigne dans quelque chose. Et on baigne dans cet univers, en fait, ultra référencé, dans cet univers, en fait, historique de mythes français, qu'en fait, sans même en avoir forcément conscience, dans lequel on vit, en fait, au quotidien, dans lequel on baigne déjà complètement. Ben là, c'est pas les terres qui tiennent quelque part les planètes, les constellations ensemble, c'est ce bain-là qui, je trouve, maintient narrativement l'ensemble à l'heure actuelle. Aujourd'hui, moi, Château des Étoiles, c'est un énorme coup de cœur et ça, je pense que ça le restera parce que je crois que j'ai vraiment eu... c'est une histoire d'amour sur les premiers tomes et je continue de l'aimer, évidemment. Bon, l'effet de surprise aujourd'hui n'est plus là. C'est plus un univers dans lequel j'aime me replonger. Mais par contre, il y a un point d'interrogation sur Château des Étoiles, c'est où est-ce que ça va. Et je pense qu'aujourd'hui, vous savez, je vous expliquais là en début de chronique que les terres, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été disqualifié en fait. On sait que ça n'existe pas. Et donc, ça va être intéressant de savoir justement, je trouve, en fonction de comment toute cette histoire va se conclure, où est-ce qu'on va aller, je trouve que ça va répondre à la question de est-ce que les terres existent ou pas. Est-ce qu'il va réussir à maintenir tout ça? Est-ce que tout va rester ensemble? Est-ce que la galaxie va se maintenir? Ou est-ce qu'elle peut aussi un petit peu se disloquer si jamais c'est un petit peu insatisfaisant? Mais voilà, ça c'est aussi un petit peu la malédiction, c'est un peu comme Louis II de Bavière, hein, c'est la malédiction des grandes passions. Mais je préférerais toujours un auteur comme Alex Alice qui se lance dans un projet peut-être un petit peu trop gros, peut-être trop difficile par rapport au médium en fait tout simplement, hein, de la BD et ce qu'elle permet. Et qui, parfois il y a des échecs qui peuvent être beaucoup plus beaux que de grandes réussites. Je dis pas que le Château des Étoiles est un échec, je dis juste que ça a la possibilité d'être un échec magnifique. Est-ce que ce sera un échec magnifique? Est-ce que ce sera une brillante réussite? Et si ça l'est, honnêtement, ce sera un chef-d'œuvre absolu. Ça c'est à découvrir ensemble, quoi. Et tu donnes grandement envie de continuer. Pour ma part, j'avais lu que les 2 premiers tomes. Toi, Rémi, t'avais déjà lu l'œuvre? En toute transparence, j'ai relu les 4 premiers tomes, Okay. mais comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le premier tome date de 2014. J'ai eu aussi un petit peu ce problème-là, c'est-à-dire que moi, alors j'ai pas lu le tout dernier qui est sorti. Je suis très intéressé du spin-off, cela dit aussi dans un style un petit peu différent. Tu sais, le style un peu le spin-off graphiquement, il m'évoque un peu Le Roi et l'Oiseau. Il y a quelque chose d'un petit peu de légèrement désuet. Je vois exactement ce que tu veux dire. Mais c'est aussi sur les couleurs, enfin le côté plein des couleurs. Enfin, je sais pas exactement, comment expliquer. Sur l'ancrage, ou je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui moi m'a beaucoup intéressé. Moi, ça m'a motivé de me replonger en fait dans cette chronique, notamment parce que je n'ai pas encore lu le 7e tome. Ça m'a vraiment redonné envie de tout relire et pour amorcer le 7e et de lire aussi Les Chimères de Vénus. Parler un petit peu de l'édition Herzl, des romans d'aventure type Jules Verne. Alors, on retrouve jusqu'à la texture d'ailleurs de la BD. Oui, des couvertures texturées, magnifiques. Qui aide beaucoup. Si vous cherchez des cadeaux pour Noël ou pour les anniversaires, voilà. Moi-même, je l'ai pratiqué plus d'une fois. Voilà. Mais ça fait toujours son petit effet. Exactement. Non, c'est vraiment une très grande saga. En effet, ce qui, moi, me pose problème, c'est le délai de publication qui fait que c'est tellement rapide, tellement dense, qu'en fait, ça passe très vite. Moi, il m'a capté dans les premiers tomes. Du coup, je suis investi. Je les lirai tous. Je les achèterai tous parce qu'ils sont magnifiques. Je pense que ça doit être assez incroyable de le découvrir maintenant. Et peut-être que ce sera incroyable de le découvrir dans 5 ans ou 6 ans quand il sera terminé. Là, ce sera vraiment incroyable encore plus. Mais il y a aussi d'ailleurs, je fais un petit crochet. J'ai parlé des Chimères de Vénus, mais il y a aussi d'autres choses qui ont été sorties. Il y a des petits calendriers, des petits documents, justement. Des maquettes. Des maquettes. Il y a plein de choses qui ont été sorties. On sent qu'il y a un amour de l'objet qui est tout à fait logique par rapport aux inspirations, par rapport au roman en lui-même, où il y a quelque chose là-dedans aussi il y a un véritable amour en fait des objets en général qu'on retrouve d'ailleurs dans la précision de certaines illustrations, dans les plans des vaisseaux spatiaux où on prend vraiment. On voit sur la tranche, on voit dans les chambres, il y a les moindres petits objets sont dessinés. On aime s'imaginer dedans. C'est ça qui est assez fort. Il y a une direction artistique de l'ensemble qui est extrêmement cohérent. Là où, par exemple, dans le sens du détail, dans l'agencement, on sent que ça a été... moi, ça me fait presque penser aux petites vidéos qu'on voit sur Internet, sur regardez, on a fait une petite maison, voilà. Ouais, c'est ça. Et il y a quelque chose comme ça. Voilà, et il y a un moment, justement, où ils doivent se rendre d'un point A à un point B, je crois que c'est dans le tome 4, et il y a un petit temps mort, et c'est génial.
Et on sent que bon, bah, ça doit prendre 3 semaines ou 90 jours. Ouais, je vois très bien. Et on a envie d'être avec eux. Et en C'est fait, ça. on voit la routine, ce soin apporté. Ce que je trouve intéressant de la part d'Alex Alice, c'est qu'il a son histoire, il a ses grands récits, il a ses liens entre les personnages qui évoluent, qui se développent, mais il n'oublie pas l'univers qu'il y a derrière. Son univers est tellement bien pensé qu'on pourrait presque retirer l'histoire et suivre juste en fait comment le monde évolue. C'est ça. Mais être agencé. il faudrait pas que Alexis en ait trop conscience. Voilà. C'est juste ça. Donc Alex, si tu nous entends, Alex. Et moi, j'ai une question pour vous deux. Est-ce que c'est pas, parce qu'on se connaît un peu quand même, est-ce que c'est pas une œuvre qui vous parle aussi parce qu'elle appelle chez vous la nostalgie de tous ces récits d'aventure? On n'arrête pas de citer Jules Verne depuis tout à l'heure, parce que vraiment, ça y fait penser. En démarrant l'œuvre, je me suis fait la même remarque que ce que vous êtes en train de dire. Ah, je suis à fond dedans. Ah, ça me rappelle plein de choses, ça me connote plein de choses. Est-ce que c'est pas purement nostalgique? En fait, moi, je suis pas d'accord avec le terme nostalgique. C'est-à-dire Ok. que moi, j'ai pas de nostalgie de roman d'aventure dans le sens où, enfant, je consommais pas de roman d'aventure à l'appel. En fait, c'est pas de la nostalgie, en fait. C'est que c'est le bain culturel dans lequel on sort. Donc, en fait, il y a une forme de nostalgie. Ouais. Mais c'est une nostalgie, en fait, c'est plus profond que de la nostalgie, en fait, parce que j'aimais bien lire du Jules Verne quand j'avais 13 ans. il y a beaucoup de références, elles sont disséminées, mais si on les loupe, c'est pas grave. On n'a pas l'impression de passer à côté de quelque chose. Non. Même Pas le du terme, tout. même le terme référence, en fait, c'est parce que c'est des archétypes qu'on reconnaît. Oui, voilà. Même référence dans le sens où effectivement c'est pas on passe ce personnage-là, on se dit ah bah ça d'accord, ou il tient tel objet, ah bah ça c'est l'objet 2 machin. C'est vraiment pas cette impression-là. Non, mais par exemple, moi, dans les 2 premiers tomes, par exemple, quand ça se passe en Bavière, ça me fait beaucoup penser au château de Cagliostro. Je pense qu'il y a des petits clins d'œil qui sont disséminés, mais c'est pas le gros coup de coude dans les côtes. Ah, t'as vu, je t'ai fait un clin d'œil. L'univers est assez développé justement là-dessus, mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu parles, Laurent, de nous, des références qu'on a pu avoir, et je rejoins un peu Adrien, c'est que, en fait, pour moi, c'est une grande œuvre française. Parce que souvent, quand on met en avant des œuvres françaises, souvent, c'est des choses un petit peu qui se passent dans les années 40-50. Il y a cette vieille France qui est souvent beaucoup présent à la télévision. Il y a quelque chose là qui est différent, qui mixe différents auteurs, différents éléments culturels, qui en oublie pas pour autant le fun. Parce que c'est une belle BD, elle est travaillée, elle est pas qu'intellectuelle. C'est juste aussi de l'aventure. Et tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est que je pense que vraiment, elle peut plaire aux enfants, aux adultes, ou vraiment aux personnes extrêmement pointues qui cherchent vraiment un travail soigné, étudié. Parce qu'il y a moi, ça m'a beaucoup évoqué forcément Jules Verne, mais on ne le croise pas si souvent que ça. Il y a la science, elle est extrêmement présente. Je me permets juste de préciser, elle est extrêmement présente sans être envahissante. Parce que tu le précises bien dans ce que tu viens de dire, et c'est ce que je voulais aussi repréciser avec vous. Les enfants peuvent lire cette BD. Et c'est ça que je trouve très chouette. C'est que nous, adultes, on va avoir plein de références et de choses, et de justifications aussi scientifiques qui vont nous connoter, rappeler à des choses qu'on connaît, qu'on a appris, etc. Et un enfant peut découvrir ça et se retrouver embarqué dans le voyage et l'aventure au sens pur de l'aventure. Oui, et Donc puis la science ne coupe pas le côté magique du récit. Pardon. Oui, exactement. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a souvent des gestions de crise qui sont parfois résolues par des idées ou des inventions. On va t'expliquer un petit peu. Ben voilà, il nous faut ça, alors là, ça marche comme ça. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est mi-inventé, mi-cohérent, mais c'est jamais trop compliqué. C'est-à-dire que c'est pas tape le document Z8. Non, non. À aucun moment, on a l'impression ah ok, il essaie de me faire comprendre un truc scientifique. Non, pas du tout. On est juste dans l'intrigue, on a un problème, on va trouver une solution. Moi, ce qui m'a aussi intéressé dans le Château des Étoiles, j'ai souvent été très agréablement surpris des péripéties et ça n'allait pas dans le sens que je pensais. En ça, on est vraiment dans de l'aventure. Alors là, changement d'ambiance, on range les étoiles, on ferme les rideaux et on baisse la voix parce que j'ai décidé de nous emmener dans une maison. Une grande maison, mais une maison vide. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes, au lieu de chercher l'amour sur Tinder, dans un café ou en club de Krav Maga, préfèrent s'installer seules dans une vieille maison poussiéreuse pour entendre des voix qui viennent du placard à balai ? Non ? Eh ben moi non plus. Et pourtant, c'est exactement ce que fait Ro, l'héroïne de Celui que tu aimes dans les ténèbres. Elle ne swipe pas, elle ne texte pas, elle s'immerge dans les ténèbres pour trouver l'inspiration. Ce qui, quand on y pense, est une stratégie créative assez proche de celle de Michel Houellebecq. Sauf que lui, à la place des ténèbres, il a choisi la Normandie. Le comics dont je vous parle aujourd'hui nous raconte une chose très simple, que le monstre qui vous murmure des mots doux la nuit,
il finit toujours par devenir chiant. Et que parfois, tomber amoureuse d'un être ancien et spectral tapi dans l'ombre, c'est plus ou moins comme faire une date avec une nana trop gentille qui collectionne les cheveux dans des bocaux. Au début, on se dit « Tiens, c'est original ». À la fin, on appelle les flics. Bienvenue dans Celui que tu aimes dans les ténèbres, un comics de Scotty Young et George ou York, je ne sais pas si je le prononce très bien, Corona. Publié chez Urban Comics dans la collection Urban Indies en 2022. Collection que je vous recommande chaudement. Ro, l'héroïne, est une artiste. Elle cherche l'inspiration et comme dans 83% des films d'auteurs un peu lents où il n'y a pas de Wi-Fi, elle s'isole donc dans une vieille baraque qui a autant de potentiel qu'un étudiant en philo sous Xanax. Elle est seule, elle attend. Elle espère que le silence lui permettra de créer. Et là, il se passe un truc. Une voix chelou lui parle dans le noir. La maison est hantée et au début, c'est sympa. Un petit esprit mystérieux qui lui parle doucement, qui la soutient, qui l'inspire. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette voix, elle est gentille. Elle est même choupie. Elle l'écoute. Elle la comprend. Elle lui dit des trucs du genre « Tu es incroyable, je t'admire tellement. » Et même « Tu veux un verre de vin rouge ?» Et bim, début de relation avec une entité inconnue. Sauf qu'évidemment, ça part en vrille. Parce que les relations où l'autre disparaît quand on allume la lumière, c'est rarement sain. Ro pense qu'elle ne peut créer que si elle souffre. Ce qui est complètement faux. Les meilleurs artistes ne souffrent pas forcément. Petite pensée au passage à notre cher David Lynch qui nous a quittés il y a peu et qui a toujours dit que la négativité, la tristesse ou la souffrance est tout sauf aidante à la créativité. David, tu me manques déjà. Mais Ro, elle veut souffrir donc. Elle croit qu'en s'isolant et en convoquant le passé, elle va retrouver la magie. Et elle finit par invoquer littéralement la toxicité, sous forme de trucs vaporeux, chelous et émotifs. Parce que l'entité, c'est pas juste un spectre sympa, c'est le vrai archétype du gars toxique. Il est gentil au début, il te fait croire que tu es unique, et puis il devient possessif, jaloux, collant, menaçant. Un peu comme ce pote que tu invites une fois à dormir chez toi pendant une rupture difficile et qui vient encore dans ton salon 6 mois après en disant « On est bien là, non ?» Alors que non. Non, on n'est pas bien. T'as même mangé mes yaourts à la vanille, la merde ! Je m'emporte. Positivité, disait David Lynch. Là où celui que tu aimes dans les ténèbres est très fort, c'est qu'il utilise le paranormal pour raconter des choses très humaines. L'isolement, l'autosabotage, les relations toxiques et les galères de production artistique en période de doute existentiel. Scotty Young détourne subtilement les codes du conte gothique pour livrer une œuvre bien plus contemporaine qu'elle en a l'air. Ce n'est pas un simple récit de maison hantée, c'est une métaphore ciselée sur l'isolement psychologique, la création artistique comme exorcisme et la manière dont les traumatismes personnels peuvent enfanter leurs propres monstres. Ro n'est pas seulement une artiste en panne d'inspiration, elle est une femme en détresse qui cherche à recréer artificiellement les conditions de la douleur pour espérer ressentir à nouveau. L'idée que l'inspiration naît de la souffrance est une croyance aussi vieille que romantique, mais ici, Jung montre à quel point elle est pernicieuse. La maison devient un miroir intérieur, ce n'est pas un lieu de retraite, c'est un piège. Ro n'y retrouve pas son art, elle y perd pied. La grande force du récit, c'est son écriture de la relation entre Ro et l'entité. D'abord réconfortante, érotisée, la présence devient intrusive, possessive, jalouse, comme je vous disais. Ce glissement progressif est glaçant de réalisme, même s'il se joue dans un décor surnaturel. Jung ne fait pas un récit de monstre, il fait un récit de contrôle. Et ce n'est pas pour rien que le fantôme n'a pas de visage clair. Il représente un désir, un vide comblé, une illusion. Puis il prend forme, devient tangible et il se révèle pour ce qu'il est, une force vampirique qui isole, qui ment, qui détruit tout ce qui pourrait ramener Ro à la réalité. C'est là que le comics devient brillant. Il transforme cette relation abusive en allégorie spectrale où l'amour devient un piège affectif, où le surnaturel révèle les mécaniques humaines de l'oppression psychologique. Le récit ne bascule jamais dans le manichéen. Ro doute, elle tergiverse, elle l'aime, et c'est précisément cette ambiguïté, le fait qu'elle soit émotionnellement impliquée avec ce qui la détruit, qui donne au récit une dimension poignante. Le fantôme, c'est pas un démon qui surgit en hurlant, il est insidieux, il est attentionné jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Et c'est ce jeu sur les ambivalences qui ancre le récit dans une réalité émotionnelle très forte. Jörg Corona et Jean-François Beaulieu ne se contentent pas d'illustrer le script de Jung, ils l'amplifient. Le dessin de Corona est chargé d'émotions brutes. Les regards fuyants, les corps recroquevillés, les ombres envahissantes, tout participe à rendre l'étouffement palpable. Quant aux couleurs faites donc par Jean-François Beaulieu, elles jouent en permanence entre chaleur trompeuse et froideur oppressante. La lumière ne sauve jamais, elle piège. Elle attire pour mieux consumer. Ça fait le taf, c'est beau, mais c'est aussi angoissant. Un peu comme bouffer une huître. Le fantôme, quant à lui, est un véritable tour de force graphique. D'abord éthéré, puis tentaculaire, informe, monstrueux, il devient un symbole mouvant, un avatar de trauma, d'angoisse, de perte de soi.
on ne sait jamais vraiment ce qu'il est, parce qu'il n'a jamais été pensé comme un être, mais comme un ressenti. Scotty Young, qu'on connaît surtout pour ses BD barrés comme I Hate Fairyland, prouve ici qu'il sait écrire des histoires où on rigole nettement moins. C'est un peu en sous-texte dans Middle West qui explorait déjà un autre type de relation toxique. Là où il nous livre un conte gothique qui commence comme une idylle chelou et finit comme un huis clos anxiogène, où Ro comprend donc que son plan « je vais vivre avec un fantôme » était aussi malin que de se dire « tiens, et si je téléchargeais Tinder juste pour voir ?» Alors, est-ce que c'est un comics qui est une révolution ? Eh bien non. On voit venir l'histoire de loin, comme un épisode de Cauchemar en cuisine, sauf que là, c'est Cauchemar dans l'atelier de peinture. Mais est-ce que c'est efficace ? Clairement. Ça prend son temps, ça monte en pression, et quand ça explose, t'es bien content d'être du bon côté des pages. En gros, c'est un comics parfait si vous vous êtes déjà heurté à la page blanche, le projet que vous voulez réaliser, mais non, décidément, ça veut pas. Ou bien si vous hésitez encore à emménager avec l'élu de votre cœur, qui répond pas quand vous lui demandez où il était cette nuit. Bref, lisez-le ou continuez à faire semblant que votre vie amoureuse est stable, mais à un moment, faudra choisir. Et en feuilletant un petit peu la BD que tu as ramenée, je me pose un petit peu la question du public, à ton avis. Ça a l'air à la fois sombre, mais en même temps, ça a l'air d'aller, je trouve, graphiquement. Donc, à ton avis, c'est pour quel âge un petit peu ? Sans trop dévoiler, il y a quand même sur la fin, ça part un petit peu dans le visuel, mais je pense clairement qu'on vise ici un public. Il faut savoir que le trait, justement, peut être un petit peu piégeux parce qu'il y a dans le dessin, justement, quelque chose, comme je disais, un petit peu une légère touche de cartoon, sauf que ici, c'est utilisé pour justement jouer sur les rapports entre les personnages. Je peux préciser un truc sur le dessin, parce que le touche de cartoon, ça connote assez souvent de l'arrondi. Et c'est un dessin très anguleux quand même. Tu sais. Oui. Juste préciser ça. Donc il y a une forme de dureté dans le trait. Mais il y a une simplification, une augmentation en fait, de dramatisation de certains visages. Ça a de la gueule, hein, clairement, c'est assez stylisé. J'aime beaucoup le dessin, il est canon. Ça marche très très bien. Moi, je pense juste par rapport aux sujets qui sont évoqués et aux nuances qu'il faut, je pense qu'on sera plus sur de l'ado adulte. Il faut savoir aussi que c'est un comics qui se lit relativement vite. Comme je vous disais, c'est assez évident, hein, il n'y a pas de grande révélation. Comme je vous disais, il faut avoir peut-être ressenti justement ces errements, cet isolement, le fait vraiment de se focaliser sur son art à un moment et d'arriver face à un mur, ou au contraire être dans la vie de tous les jours et dire j'ai envie de mettre tout ça de côté et me lancer dans un projet. Si on a ressenti ça, ça peut vraiment parler. Après, ça peut être aussi un comics, si vous n'accrochez pas, vous pouvez peut-être dire bon bah oui, c'est assez inoffensif. Donc moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que beaucoup d'autres BD ou comics auraient traité ces sujets-là beaucoup plus frontalement, avec beaucoup de texte, avec beaucoup de contextualisation. Et là, on est sur quelque chose d'une forme extrêmement épurée, et je trouve que c'est très bien. Parce qu'en fait, c'est un récit qui peut être lu sur différents niveaux. Vous pouvez totalement prendre le récit pour ce qu'il est. Une apprentie peintre va dans une maison pour trouver l'inspiration et elle y croise une entité. Et on s'arrête là. Et ça reste un bon comics. Ou alors vous voyez un petit peu tout ce qui est un petit peu derrière. Et d'ailleurs, le comics ne tranche jamais vraiment. Quelle est cette entité ? Est-ce que c'est une métaphore ? Est-ce qu'elle est vraiment là ? Je vous parlais de l'édition de chez Urban Comics, donc la collection Indies. Le comics indé américain, pour moi, il faut vraiment le lire. C'est vraiment incontournable. Ce n'est pas que les super-héros, les comics. Et c'est typiquement le genre d'œuvre que je conseillerais pour avoir une belle porte d'entrée pour des récits qui amènent sur des thématiques plus lourdes, mais avec un sens du récit très cinématographique. Et est-ce que tu connais la BD Minuit passé ? Oui. Est-ce que tu vois pourquoi je t'en parle du coup ? Oui, parce que la couverture me plaît beaucoup. Alors, quand j'ai ouvert Minuit passé, je me suis dit, ah zut, la couverture, j'aimais un peu plus. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Je ne l'ai pas lu, mais je suis très intéressé justement de le lire. Il y a une idée de sujet similaire avec une maison, avec une maison hantée. Hein, je pense, je spoil rien en disant ça, qui va en fait t'amener à réfléchir à d'autres choses que juste la maison hantée. En fait, c'est une histoire de maison hantée qui joue sur la nostalgie et pas du tout sur l'horreur. À aucun moment tu vas avoir un moment d'horreur, mais il y a des points communs avec le récit que tu viens de me raconter. Après, j'ai pas lu la BD dont tu nous parles aujourd'hui. Donc je la lirai dans le prochain épisode. Je vous dirai si j'ai fait un parallèle hasardeux ou si ça marche ou pas. Il y a vraiment beaucoup de points communs, donc je suis curieux de voir ce que ça donne. Et est-ce que tu as l'impression que le côté un petit peu allégorique ou métaphorique prend un peu le pas sur le côté purement horreur, ou est-ce qu'il y a quand même un côté, au premier degré, ça fonctionne en mode peur ? Au premier degré, ça fonctionne parce que justement,
c'est un comics, comme je disais, au niveau du récit est extrêmement simple, mais il prend son temps. Il n'y a pas ce basculement. En fait, tu sens que elle est attachée et en même temps, elle sait que c'est pas totalement sain. Mais justement, c'est comme ça que fonctionne l'emprise. En fait, c'est comme ça que, en fait, elle est impliquée émotionnellement. C'est pas juste en fait c'est un connard. C'est assez fin et en fait ce que je trouve assez intéressant, c'est que le comics ne se positionne jamais sur le fait de dire est-ce qu'elle a eu raison de faire ça. Même sur la fin, que je ne vous révélerai pas, rien n'est totalement tranché. Et en fait c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça questionne. Alors il y a une vraie fin, hein, mais ça questionne justement le propos pour l'amener un petit peu ailleurs. Je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup par miroir. C'est-à-dire que ce pourquoi je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui, c'est que je trouve que c'est un comics qui se lit très simplement, mais on y met aussi ce qu'on peut y voir. C'est le risque, c'est-à-dire que vous pouvez lire ça et dire bon bah oui c'est assez inoffensif. Si on met un petit peu de nous, on projette un petit peu, sans avoir forcément vécu une situation pareille, mais il y a quelque chose, il y a certaines cases qui s'attardent sur des petits moments d'errement, sur des relations qui se tendent, mais c'est compliqué. C'est cette zone grise que je trouve bien développée. Après, dès que ça bascule dans d'autres dimensions, là, c'est un petit peu plus classique. Et il y a un travail de mise en scène qui a l'air chouette, tu vois. Je regardais quelques cases là pendant que tu expliquais ça. Juste en feuilletant sans lire quoi que ce soit, le côté grandiose de la maison est vachement mis en valeur dans certains cadrages, certains découpages de pages qui vont prendre la moitié de la page pour avoir toute la grandeur c'est une maison assez haute. Je trouve ce travail là il est intéressant déjà visuellement. De toute manière dans les comics il y a déjà une vraie maîtrise de la mise en scène. Ils osent aller assez loin dans leur débulage, leur désaxage et leur découpage de pages. Là, juste en feuilletant, tu te rends compte qu'il y a un vrai travail là-dessus, ça a l'air super chouette. Oui, puis comme je vous disais, il y a quelque chose de cinématographique et quelque chose de l'ordre de la mise en scène qui du coup est assez intéressant parce que du coup, plus le comics va évoluer, plus en fait les textures vont évoluer, l'ombre va évoluer, la géométrie va évoluer et cette géométrie entre guillemets variable, je trouve qu'elle est très intéressante parce que moi j'ai l'impression que l'ensemble du comics déborde un peu d'encre, de fusain, de cette noirceur qui est de l'ordre justement de la création. On joue beaucoup là-dessus sur les textures. Il garde les taches de certains traits aussi. Tu sais, exactement. Je suis d'accord. Derrière cette apparente simplicité, il y a beaucoup de maîtrise. Ouais. C'est beau, hein. Je trouve ça vraiment bien dessiné. Carrément. Et ça donne grandement envie de le lire, donc on va s'y atteler de ce pas. Et bien maintenant, Laurent, tant que tu as la parole, je te la laisse. Tu vas faire vibrer nos crampons intérieurs avec un album qui sent bon la nostalgie et le ballon rond. À toi, Laurent. Tout à l'heure, tu disais que vous étiez des ch'tis et que c'était la référence aux ch'tis qui t'avait séduit d'entrée de jeu dans la BD dont tu as parlé. Et en fait, du coup, pour les auditeurs qui nous écoutent, moi, je suis originaire du sud de la France. Et la BD dont je vais vous parler... Et forcément, me parle très très fort à moi, petit sudiste que je suis qui est grandi au bord de la mer. Ne serait-ce que la couverture. La BD dont je vais parler on l'appelait Bebeto. C'est une BD d'un auteur espagnol qui est né à Bruxelles, mais pourtant qui est bien espagnol. Il a passé toute sa vie à Barcelone et qui s'appelle Ravis Rey, désolé si je prononce mal, qui a effectué quelques BD avant celle-ci et qui, avec celle-ci, fait, je pense, une œuvre des plus personnelles, même si, on y reviendra après, il a conclu en disant « Ceci n'était pas autobiographique ». Et je pense que c'est complètement faux, mais je vous expliquerai après pourquoi. D'abord, on va résumer le récit de cette BD. À son père en Espagne, dans les années 90, on suit le quotidien durant plusieurs étés de Carlos et de gamins du quartier. Ils passent leur journée entre matchs de foot et plage. Et parmi eux, il y a un garçon étrange que tout le monde appelle Bebeto. Et dans cette œuvre, on y parle de jeunesse, bien sûr, et d'adolescence, des premiers émois, des maladresses, on y parle de deuil, on y parle de premières épreuves, on y parle de violence physique comme psychologique, on y parle d'avenir incertain et d'ennui, de rêve et de désillusion. On l'appelait Bebeto, parle parfaitement de l'adolescence en fait. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu. C'est que j'ai l'impression que cette œuvre arrive à synthétiser toutes les problématiques qu'on rencontre à cet âge-là. Le récit va nous parler donc de deuil, va nous parler aussi de l'ennui qu'on a l'été quand on est en vacances et qu'on ne sait pas forcément quoi faire et comment on comble cet ennui. L'ennui qu'on a quand on est gardé chez ses grands-parents qui sont trop vieux pour vraiment s'occuper de nous et qui sont scotchés devant la télé, dans cette BD, devant les courses cyclistes. Et c'est intéressant de lire ça et de voir qu'en Espagne, comme en France, c'est les mêmes ennuis et c'est les mêmes problématiques qui ressortent, quelle que soit la culture. C'est ce qui m'a, dans un premier temps, beaucoup amusé. Le rapport à, du coup, ce que je disais juste avant, les rapports à la séduction. La première fois qu'une fille te plaît
vraiment, que tu as envie d'aller la voir et que tu sais pas comment faire, tu sais même pas qu'est-ce qui te plaît, tu sais pas qu'est-ce qui fait que tu as envie d'aller parler à cette fille. Et je trouve qu'il a réussi à le retransmettre vraiment très finement. Toutes les petites démarches qu'on a, les petites maladresses qui font que, non, on n'arrivera pas à conclure avec cette magnifique petite brune qui nous plaît et avec qui on va au bord de l'eau pour aller raconter des histoires le soir et s'endormir au bord de la mer. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que cette BD, c'est de la nostalgie pure. C'est-à-dire que chaque page nous ramène en enfance et nous fait voyager dans une époque, les années 90, dans les années dans lesquelles on a grandi, pour pas balancer sur notre âge, mais un petit peu quand même. Et du coup, il y a vraiment cette connotation-là. Alors, il y a des références à la culture espagnole que je n'ai pas, parce qu'apparemment, à cette époque-là, il y a un grand cycliste espagnol, et je vous avoue que le cyclisme, c'est pas ma passion. Si cyclisme, c'est pas ton truc, mais alors le cyclisme espagnol, là, même un gars un peu dans le cyclisme... Ouais. Non, mais donc voilà, cette œuvre, je trouve que est très délicatement menée par cet auteur. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cet auteur, il a bossé avec d'autres scénaristes et que là, si je me trompe pas, c'est sa première œuvre qu'il écrit tout seul. Et en fait, il y a tellement d'éléments et de détails qu'en la lisant, je me suis dit qu'il était impossible que ce ne soit pas inspiré de faits réels. Et en fait, en dernière page, j'ai pas spoilé, il précise que ceci n'est pas vraiment autobiographique. Et en fait, plus je me renseigne sur l'auteur, plus je me dis qu'en fait, il dit juste ça pour éloigner un petit peu certaines suspicions, mais qu'en vérité, il a mis toute son âme et tout son cœur. Il y a vraiment des petites analyses qui, pour moi, sont des choses qu'il a ressenties, qu'il a traversées. Donc, je pense vraiment que cette œuvre est autobiographique, même s'il dit le contraire. L'autre chose que j'ai trouvé hyper intéressante dans cette BD, c'est sa couverture, qui, de prime abord, quand on la regarde, en fait, c'est un dessin d'un petit enfant qui regarde à travers les arbres au bord de la mer, à travers des pins, une forêt de pins, d'autres enfants qui courent dans la mer. Donc on voit le personnage principal, une jeune fille qui court, et ce petit garçon qui la regarde, c'est Bebeto qui est dans l'ombre. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, il y a cette ref à l'impressionnisme. Enfin, je sais pas si vous avez, dans vos parcours, les gars, fait l'histoire de l'art un petit peu, et étudié notamment le tableau de Monet, La Gare Saint-Lazare, qui est une des premières œuvres impressionnistes. Moi, dans l'analyse qu'on m'avait faite à l'époque, on disait l'impressionnisme, c'est le ressenti au moment où tu fais ton œuvre et où tu vois ce que tu veux représenter. Le peintre, donc Monet dans le cas présent, voit la fumée bleue, donc il peint la fumée en bleu, mais dans la vraie vie, la fumée est grise, elle n'a jamais été bleue. Je me souviens qu'à l'époque, ça m'avait marqué. Dans cette BD, je retrouve ce travail-là, dans la couverture bien sûr, parce que sur la BD dont je vous parle, l'arbre et l'ombre est bleu, alors que évidemment, jamais dans la vie, les arbres ne sont bleus. Et je trouve que toute cette BD réussit à retranscrire au travers du dessin, du travail de la couleur, des tons sépia tout au long de la BD, tout ce ressenti qu'on peut avoir et toutes ces sensations qu'on peut avoir à certains moments. Donc on a évidemment ce travail qu'on retrouve dans plein de BD, des cases qui deviennent rouges quand il y a des impacts et des choses comme ça. Évidemment, ça c'est assez classique, mais je trouve qu'il y a plein de moments où c'est assez fin. Je vais donner un autre exemple que je trouve très fort. On a tous vécu un moment, une petite absence parce que quelqu'un fait une remarque qui nous touche un petit peu plus que d'habitude. Là, dans le cas de ce petit enfant qui est mis en marge, qui s'appelle Bebeto, on est mal à l'aise et les autres autour s'en foutent, s'ils se moquent de lui et toi, t'es mal à l'aise parce que t'as un peu de ressenti, un peu d'empathie plus que les autres. Et du coup, les autres, tu les calcules plus et tu vois que lui, que ses réactions, ses micro-mouvements, etc. Et ils arrivent à le retranscrire dans une case. Ça peut paraître anecdotique, mais j'adore la case où tout d'un coup, tout le monde devient bleu autour du personnage qu'il observe. Et en fait, il n'y a même pas besoin de mots, tu sais. Avec le dessin, tu comprends très bien qu'en fait, il se concentre sur lui, que oui. Là, Bebeto qui regarde par terre, en fait, ça le touche, ça lui brise le cœur qu'il soit malmené. Et la case après, il dit quelque chose pour dire, viens Bebeto, on va faire un truc, etc. Je trouve que dans le travail du dessin et de la couleur, il y a quelque chose d'hyper touchant. Et la question que j'avais envie de vous poser sur cette œuvre, c'est est-ce que vous, dans votre entourage, on a déjà discuté en off avec Adrien, mais est-ce que vous avez déjà eu dans votre entourage quelqu'un d'un peu particulier qui était un peu bully par les autres, un peu malmené, et qui du coup éveillait chez vous une forte empathie. Est-ce que vous avez connu des personnages comme ça dans votre jeunesse ? Oui, totalement. Ouais. Et c'est ce que je trouve fort, c'est que en fait on l'a tous connu. C'est évidemment que c'est pas exactement le récit. Quand tu lis, t'es dedans. Cette BD, donc on parle des réactions qu'on peut avoir et qu'on regrette, mais dont on ne parle pas. Et je trouve que ça aussi c'est assez fin. Le fait que à des moments dans ta jeunesse, tu vas t'énerver pour quelque chose et des années plus tard, tu y repenses et tu dis putain, mais j'avais vraiment eu un comportement de con à ce moment-là précis, tu vois. Et réussir à travers les dessins, encore une fois, à juste le faire ressentir par une mimique, etc. Je trouve que c'est très fort et très malin. On y parle de télé cathodique, j'ai noté ça parce que je sais pas vous aussi si vous avez connu ça, l'après-midi, avec quelqu'un qui regarde un programme que vous n'avez pas du tout envie de regarder à la télé, mais il n'y a que ça à faire. Il n'y a que la télé qui tourne. Donc là, en l'occurrence, c'est la grand-mère devant le Tour de France.
Et je me souviens d'avoir été chez les grands-parents d'une amie et d'avoir dû attendre pendant 2 heures devant un Tour de France inintéressant au possible pour moi qui avait qu'une envie, c'était de sortir et d'aller au soleil. J'ai trouvé ça amusant et il y a plein de connotations comme ça qui sont très efficaces. Bref, tout ça pour dire que cette BD m'a particulièrement touché et je pense qu'elle peut toucher vraiment tout le monde. C'est pour ça que je vous pose ces quelques questions sur est-ce que vous avez connu ces choses similaires, parce que je me suis demandé en lisant cette BD-là, est-ce que c'était juste moi, Laurent, qui ai traversé certaines choses dans ma jeunesse et qui ai retrouvé tout ça dans cette œuvre, qui fait que je me suis retrouvé embarqué émotionnellement à 200%. Je pense que c'est le cas. Je pense qu'il faut être un petit gars dans les années 90 pour être touché par ça et du coup, sans être grandiloquent, je pense avoir compris ce qui m'a tant plu dans cette BD. Elle me parle. J'ai eu cet ami étrange qui semblait ne pas comprendre les interactions sociales. J'ai vu ces deuils qui changent les familles. J'ai vu ces forêts de pins au bord de Méditerranée. J'ai eu ces premiers émois amoureux au bord de mer, une glace à la main. J'ai connu le Tour de France à la télé et l'envie d'exploser cette télé. Bref, je vous conseille très vivement de lire On l'appelait Bebeto. Et puis je pense que c'est aussi une bande dessinée où, justement, dans l'adolescence, beaucoup de choses se jouent. Pas plus tard qu'hier, j'entendais les 2 préados discuter à peine sortis de l'enfance, et la façon dont ils parlaient, tu sais, cette nana-là, tu sais s'il a un mec, etc. Ah, bah, je sais pas, je l'ai vu avec machin. Il y a quelque chose de très universel où en fait, ça peut sembler anodin, ça peut sembler des récits d'enfants, mais on sait tous en tant qu'adultes que ces récits d'enfants vont nous marquer au fer blanc pour notre vie d'adulte. Ces années-là, elles sont extrêmement charnières, elles sont extrêmement dramatiques. Elles vont faire l'homme qu'on devient. Donc, on le sait pas à l'époque. on le sait pas à l'époque et on se dit c'est pas grave, beaucoup de choses vont changer, etc. Et quand on revient dessus, on se dit mais en fait beaucoup de choses se sont jouées sur une phrase, sur un regard, sur un moment, et c'est des choses qu'on n'oublie pas. J'ai l'impression que c'est une BD qui met beaucoup ça en avant, et toi ça t'a parlé en ça, mais je pense que ça peut même parler à tous ceux qui ont une enfance. Ouais, et je pense aussi qu'il y a ce talent de réussir à travers des cases. Tu sais, c'est le genre d'auteur qui va te faire une case en dessiner une paire de baskets parce que le personnage principal la fixe, parce que ça lui rappelle quelque chose, ça lui connaît quelque chose. Ils vont réussir à trouver les moments qu'on peut avoir dans la vie quand tu t'absentes parce que tout d'un coup il y a quelque chose qui t'intrigue, je sais pas, une flaque de boue avec un reflet un peu arc-en-ciel dedans, tu vas rester un peu bloqué dessus en disant et je trouve qu'il arrive à retranscrire ça, ces moments d'observation de la vie qui pour moi sont de l'ordre de l'apprentissage, c'est-à-dire que tu découvres cette image-là, à ce moment-là, qui va te marquer et qui va être un souvenir qui va rester. Même en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que cette mise en scène te rend nostalgique et réussir à te rappeler ces éléments-là, ces moments-là, pardon. Moi, je l'ai lu, et donc j'ai 2 précisions peut-être par rapport à ce que tu dis. Effectivement, tu parles de l'adolescence, mais effectivement, c'est vraiment la sortie de l'enfance. Je trouve que c'est vraiment le début, l'entrée dans l'adolescence, quoi, que décrit ce livre-là. Et un autre petit point, c'est par rapport à ce que tu dis, effectivement, il faut bien se dire que ce livre-là, c'est un petit peu un continuum de souvenirs, quoi, de mémoire, de souvenirs, d'impressions, plutôt que forcément une histoire avec une narration forte. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sort pas vraiment de l'anecdote, en fait. Cette histoire, c'est ce qui fait son charme. C'est ce qui, moi, quand je l'ai terminé, m'a non pas frustré, mais j'étais un petit peu en mode « Ah !» J'aurais aimé à un moment qu'on me donne un petit nœud narratif un peu plus fort, quoi. Mais c'est pas le projet du tout de la BD. Par contre, c'est une très très belle BD, effectivement. Et je suis d'accord avec toi, quand on les lit, j'arrive à sentir la transpiration des chaussures de foot, la chaleur du soleil sur ma peau, quoi. Donc ça, c'est quand même un tour de force. Ouais, c'est vraiment chouette. Il y a aussi l'autre truc que tu arrives à ressentir, je trouve, c'est que pour ma part, j'ai pas du tout grandi dans une banlieue dans laquelle ils sont. Mais en fait, l'esprit communautaire de tous ces gamins qui se retrouvent et qui vont jouer ensemble, on l'a tous connu à un moment dans notre parcours d'enfance, plus ou moins fort. Ce moment de se retrouver entre copains et de se faire un projet ensemble. Et puis, ça part en vrille parce que tu vas avoir une idée un peu absurde, une idée un peu bête et tout. Et puis, il y a aussi à noter un vrai travail sur la lumière, que ce soit les ciels en début ou fin de journée, sur les ombrages. Je voyais une case justement avec juste... on sent qu'il y a une légère brise et puis qu'il y a une branche qui est passée devant le soleil. Bon, des petites choses comme ça, mais qui viennent contribuer à créer une véritable atmosphère, ne serait-ce qu'en feuilletant les pages. Hein. Donc c'est vraiment une très très belle BD. C'est vrai que c'est très étonnant, par contre, cette histoire de préciser que le récit n'est pas autobiographique, parce que même il se un peu auto-met en scène adulte. Bah oui, c'est ça. À l'intérieur, et avec les quelques pistes qu'on sait, on voit que c'est vraiment lui pour le coup. Oui. Donc c'est... Effectivement, moi aussi, j'ai pris cette remarque à la fin qui disait que ce n'était pas biographique. J'ai été très très surpris, quoi. Mais je me suis demandé, tu sais, est-ce que c'est pas un peu à la frère Cohen quand ils disent ceci est une histoire vraie et que c'est complètement faux. Est-ce que c'est pas il fait pas le jeu inverse, tu sais, de dire ceci est complètement faux et en fait c'est complètement vrai. Tu vois. Peut-être. Et bien maintenant, place à notre débat du jour. Quels personnages ont bien vieilli et lesquels
Non. Parce que si certains personnages traversent les décennies comme des immortels, coucou Tintin, Batman et Astérix, d'autres, eux, ont pris un sacré coup de vieux. Entre ceux qui sentent la naphtaline, ceux qui mériteraient une thérapie et ceux qui ont mal compris les évolutions de la société, on va se demander qui a le mieux résisté à l'épreuve du temps et qui aurait mieux fait de rester dans les archives, comme les vieilles pubs pour les clopes à l'eucalyptus. Les années passent, les modes changent et pourtant certains personnages de BD, comics et mangas restent toujours aussi cultes, pendant que d'autres, disons qu'ils ont pris un sacré coup de vieux. Alors qu'est-ce qui fait qu'un personnage traverse les époques sans perdre de son éclat ? Et au contraire, pourquoi certains nous paraissent aujourd'hui dépassés, voire carrément gênants ? Ce débat risque de faire tomber quelques idoles ou de réhabiliter des oubliés. Commençons par le positif. Selon vous, quels personnages ont le mieux traversé le temps ? Ceux qui sont toujours aussi classe, pertinents ou drôles aujourd'hui qu'il y a 10, 20, voire 50 ans. Le premier nom auquel j'ai pensé là quand tu m'as posé cette question-là, c'est Astérix tout de suite. J'avoue, j'ai tout de suite, je sais pas à quoi c'est dû, mais en fait immédiatement c'est peut-être parce que c'est un personnage qui en fait dans son univers, dans son époque, mais qui en fait est complètement assumé là-dedans, que ça donne une forme d'universalité tout de suite, en tout cas d'intemporalité. Mais alors après, des grandes figures comme ça effectivement, on pense tout de suite à Tintin aussi, mais déjà Tintin, j'ai plus de doute. Tintin, c'est un petit peu plus trop, parce que autant Astérix, il y a eu vraiment toujours dans cette bande dessinée quelque chose de lié à l'actualité. Alors il faut savoir que maintenant, au niveau du scénario, c'est Fab Caro qui s'occupe maintenant des 2 derniers, je crois. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que du coup, on a les mêmes cette même logique de référence culturelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si les références culturelles effectivement changent quand on prend les albums principaux, on va dire qu'il y a certaines blagues qui nous passent un petit peu par-dessus la tête maintenant, mais les personnages en eux-mêmes, jamais ne me paraissent par contre, si tu veux, vieillots. Exactement, parce même que si les références, les blagues en tout cas, qu'elles ont référence, ou les éléments culturels en fait sont parfois très ancrés dans leur époque. moi, par exemple, ce que j'ai toujours bien aimé dans les Astérix, c'est que même parfois, j'avais pas la ref, mais le personnage fonctionnait, un personnage d'arrière-plan qui dit une petite réplique et tout. Et donc ça, c'était très bien fait, c'est un équilibre délicat. Ça, c'est pas faux, c'est parce que justement, tous les publics sont concernés par Astérix, et qu'en fait, il y a plusieurs grilles de lecture. C'est-à-dire qu'effectivement, un enfant peut le lire comme un pur récit d'aventure, un petit peu rigolo, simple, et alors qu'un adulte va y voir justement ces références-là. Mais il fonctionne très bien au premier niveau. Et le premier niveau, lui, reste intemporel, quoi qu'il arrive. Mais est-ce que vous trouvez pas qu'il y a le côté blague à une époque qui fonctionnait, un type d'humour qui fonctionne moins maintenant, pas en termes de problématique, mais plus en termes d'efficacité humoristique. Je trouve que Astérix, maintenant, quand je lis les derniers, c'est toujours la mécanique qu'a mis en place Goscinny, et dans la logique de prendre des faits d'actualité pour connoter une certaine forme d'humour à des moments précis. Et je trouve que ça marche plus trop, que c'est... En fait, est-ce que c'est parce que j'ai grandi que maintenant je dis oui, cette blague-là, je la vois un peu venir, etc. Ou est-ce que c'est juste un humour qui est plus adapté à notre époque ? C'est une question que je me pose. En termes d'humour, justement, on peut parler par exemple des Dalton. Les bandes dessinées, les Dalton, se sont un petit peu moins bien vendus avec le temps parce que c'était, on va dire, des sketchs relativement classiques. Même Boule et Bill, qui était quand même assez incontournable. On sent qu'ils sont très marqués dans une certaine époque. Ouais. Et ça, par exemple, c'est marrant parce que les Boules débiles, c'est que sur une page, non ? Ça, c'est un format qui est quand même un petit peu moins proéminent. Parce que moi, je me souviens, j'en lisais énormément quand j'étais enfant. Mais je pensais que ça n'existait plus, et avec ma fille, on lit Mortel Adèle. Mortel Adèle, c'est une page. Donc en fait, ça existe encore sur les œuvres toutes récentes. Avant, on avait des grands hits où en fait maintenant on essayait vraiment d'aller chercher, enfin les éditeurs allaient chercher justement le nouvel Astérix, le nouveau Tintin, et il y avait encore cet espoir-là. Mais maintenant, on est dans une époque où il y a énormément de bandes dessinées et de mangas de comics qui sortent chaque année, ce qui fait que en gros, il faut quelque chose pour sortir un petit peu du lot, d'être dans ce format plus classique, alors qu'avant c'était quelque chose de recherché par les lecteurs. Maintenant, j'ai l'impression que les lecteurs, même les jeunes lecteurs, veulent quelque chose qui les surprend, qu'ils n'ont pas forcément vu ailleurs. Je pense que tu as raison sur ça, et je pense que c'est la raison pour laquelle Astérix, même maintenant, ça me paraît moins efficace. Après, attention, c'est toujours en tête de vente, donc c'est vraiment très personnel, parce que je pense qu'il y a toujours un public pour ça. Je pense que la question, tu vois, de l'efficacité de l'humour d'Astérix, c'est son efficacité dans le temps, et une question un petit peu différente de savoir si le personnage d'Astérix, aujourd'hui, je le trouve encore pertinent, parce que justement, je trouve qu'il y a un décalage un petit peu qui me gêne par rapport à son comportement. Ouais. Astérix, il est plutôt safe. Ok, est-ce qu'on peut parler alors du sujet dont je veux parler depuis qu'on a décidé de parler de ce sujet-là, Tintin. c'est-à-dire Tintin ou le Petit Spirou ? Et oui.
Est-ce qu'on peut en discuter? Parce que... On peut plus rien dire. On n'a pas trop le choix. Non, mais vas-y, parlons-en. Parce que c'est quand même une connotation sexuelle à peu près toutes les 2 pages. Le petit Spirou est donc quand même un petit peu problématique, à mon sens. Et pourtant, il continue à l'éditer. Donc ça, c'est quand même une vraie question. Et je me demande si dans les tomes récents, il y a toujours ça. Mais un des trucs... Il continue à éditer. Ouais, il continue à sortir des nouveaux tomes. Ok. Et l'objectivisation de la femme me pose un vrai souci, notamment. Et après, il y a aussi beaucoup de connotations sexuelles. C'est assez marqueur d'une époque, et je trouve que maintenant, c'est problématique d'avoir Madame Chiffre qui est gaulée comme elle est gaulée, etc. D'avoir Spirou qui cherche toujours à avoir sous la jupe des filles, etc. Ça vraiment véhicule quelque chose de très particulier. Quand j'étais petit, je lisais ça, je trouvais ça rigolo. Et je me dis, là, à l'heure actuelle, ça me paraît être un peu difficile de sortir en l'état, quoi. Je me demande sur le petit Spirou. Alors, moi, j'étais vraiment pas très fan parce que ça me gênait un peu. Je me dis, bah, c'est un peu polisson, c'est machin, voilà. Ouais. Je crois que c'est pire, à mon avis, c'est que ça te parlait pas. Bah, ça me parlait pas. Et ouais, justement, je pense que le problème, il est là. exactement, c'est ce que tu me l'amènes bien, mais ce que je voulais dire, c'est que justement, je me demande s'il n'y a pas eu une erreur dans le fait de le petit Spirou, ben c'est pour les enfants. Non, pas du tout. J'ai l'impression que le petit Spirou, ça s'adressait quand même plus aux ados, pré-ados, plus qu'aux enfants. Et en fait, il y a eu une méprise. Le succès était quand même pourtant au rendez-vous. Le petit Spirou, pour moi, l'héritier moderne, hein, c'est vraiment Titeuf, par exemple. Mais qui est justement dans une autre génération et a su évoluer entre ses premiers tomes et les suivants, mais qui a changé forcément en fonction de la société aussi. Moi, je trouve que Titeuf, c'est pas... Même maintenant, faudrait que je relise les premiers tomes pour être sûr de ce que j'avance, mais il y a un truc beaucoup moins problématique parce qu'on n'est pas sur une sexualisation à outrance, on est plus sur une réflexion de la découverte de la sexualité. Oui, mais je pense que justement, la différence là, c'est qu'en fait, je trouve que quand tu regardes le petit Spirou, aujourd'hui, tu vois l'œil, en fait, d'un adulte qui est mis sur un petit enfant. Oui, clairement. Titeuf, je trouve que ça fonctionne mieux parce que c'est vraiment le point de vue d'un enfant qui est adopté avec ses maladresses, avec aussi ses obsessions, et ça peut être des obsessions sexuelles. Mais je trouve que c'est fait en fait avec la perspective d'un enfant. Et je me demande si la capacité d'un personnage à bien ou mal vieillir, c'est jamais le personnage en lui-même, c'est plutôt le personnage et sa relation avec l'environnement dans lequel il évolue. Ouais. En fait. En fait, il y avait toujours un décalage dans le petit Spirou, en fait, à la base, qui était là. Peut-être que nous, on le voyait pas, en fait, enfant. Ouais. Et c'est juste qu'en étant adulte, on le voit. Mais c'était une faille qui était là dès le départ. C'est pas tellement notre regard qui a évolué, c'est juste qu'il a gagné en maturité et qu'on voit ce qui était en fait déjà là. Ouais, t'as raison. Après, moi, la question que je me posais, alors tu parlais justement de l'environnement, et est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres éléments qui peuvent rendre justement intemporel un personnage? Par exemple, est-ce que leur design, leur caractère ou le trait du dessin, en fait, peut jouer justement sur leur côté iconique? Oui, je trouve que par exemple, Spider-Man, le design de Spider-Man est juste incroyable. Ils arrivent à mettre ses 2 yeux sur un rond et tu reconnais tout de suite Spider-Man. Et même si à l'époque les dessins peuvent paraître un peu vieillots, quand même quand tu vois les auteurs qui l'ont réadapté dans les différents styles de dessin, c'est pas une refonte totale, c'est vraiment ils réadaptent très légèrement avec leur style propre. Mais je trouve que le design de Spider-Man, c'est un design qui est intemporel, tu vois, plus que Superman par exemple. Parce que Superman, t'as ce slip par-dessus le pantalon qui, en effet, fait un peu rigoler maintenant, tu vois. J'ai pu remarquer aussi que chez les jeunes enfants qui n'ont pas du tout de contact avec le personnage de Spider-Man, qui n'ont pas vu un film, qui n'ont pas lu un comics ou une BD, tout de suite aiment le personnage pour sa stylisation, ça dégage quelque chose. Il a quelque chose un peu menaçant, mais en même temps d'extrêmement design, extrêmement cool. Il y a cet aspect un petit peu figurine et parfois justement une silhouette ou un trait, un élément caractéristique va souvent permettre à un personnage de s'inscrire dans l'imaginaire collectif. Je pense par exemple, ça c'était plus en animation, mais je pense à Mickey. Je pense aussi, on parlait d'Astérix et Obélix. Lucky Luke. Lucky Luke, mais sa mèche légendaire. Voilà, pensez juste rapidement à Lucky Luke. Vous voyez vraiment une sorte de coton-tige avec juste avant c'était la cigarette, maintenant c'est l'épi de blé. Astérix et Obélix, on a le gros bit d'Obélix, les gros pifs chez les deux. Il y a tout de suite quelque chose dans la caractérisation qui fait que ça marche avec 2-3 coups de crayon. Souvent, ça permet justement d'iconiser assez facilement un personnage. Et à contrario, est-ce que vous auriez, vous, des exemples un petit peu de super-héros, par exemple, qui aujourd'hui... Alors, tu parlais un petit peu de Superman, mais on voit qu'il y a quand même des adaptations modernes de Superman, etc. Mais justement, les super-héros qui, eux, sont un petit peu ancrés dans leur... ont du mal, en fait, à faire la transition vers notre époque. Ah ouais, bah Thor. Je trouve que quand même à sa création, là maintenant de nos jours, ils ont dû réadapter, revisiter un peu le look et tout, parce qu'au tout début, il était quand même assez kitschouille. Enfin, pardon, c'est le premier qui me vient, Rémi.
Jérémy, t'as peut-être... Oui, alors, dans les personnages, alors si on parle justement des personnages de bande dessinée, moi, il y en a un qu'il faut quand même parler, c'est Flash Gordon. Ah, Eh oui, Flash J'ai Gordon oublié ça. qui a quand même été incontournable, qui était vraiment l'alpha et l'oméga de la bande dessinée américaine, bien avant Superman, et maintenant il est complètement sorti du paysage. Ouais, Alors c'est que c'est par exemple Star Wars pour George Lucas, c'était son Flash Gordon à lui. mais qu'est-ce qui fait qu'un Flash Gordon, effectivement, aujourd'hui, tu vois, est sorti en gros de notre périmètre un petit peu de compréhension? Et parce qu'aujourd'hui, si on faisait un Flash Gordon, ce qui serait tout à fait possible, parce qu'après tout, il y a le film qui est culte, on pourrait tout à fait imaginer qu'on s'amuse à le faire, mais si on le fait aujourd'hui, je pense qu'il y a un regard ironique sur le personnage à fond qui sera fait. Et En qui fait- était déjà un peu là, en plus, quand ils ont adapté même le film. Hein. Moi, je pense aussi que certains personnages permettent d'agréger d'autres entités. Par exemple, pour moi, Superman, il a bouffé Flash Gordon. Parce que Superman, c'est un personnage dont on voit souvent une représentation un peu manichéenne. On dit souvent il est un peu boy scout. Mais ça, c'est surtout avec l'image qu'on a fait, par exemple, Miller dans les années 80 avec The Dark Knight Returns, ce genre de choses. Superman, c'est un personnage qui défend les plus faibles, qui est justement un parangon on va dire, d'écoute, de gentillesse. C'est une sorte d'idéal. Mais si tu te penches sur les publications de Superman, il y a beaucoup de récits où on évoque des choses qui sortent un petit peu du carcan du super-héros. Je voyais d'ailleurs en comics jeunesse, Superman contre le Ku Klux Klan. Un personnage comme ça permet de traiter parfois la dépression, permet de traiter justement des questions politiques complexe. On a Superman Red Son avec, au lieu de s'écraser aux États-Unis, il s'écrase dans un kolkhoz soviétique. Ouais. Et en fait, mine de rien, on a un personnage qui se fait écho des peurs, qui se fait écho des obsessions, des changements sociétaux. Et en fait, je pense que ce personnage-là, justement, est très fort. Et comme il est digéré par la culture populaire, on a pareil pour Batman, on a pareil pour d'autres, etc. C'est-à-dire que même ceux qui ne lisent pas ces bandes dessinées-là connaissent à peu près le personnage et donc on peut leur mettre dans les mains quelque chose qui a été réinventé. Est-ce que tu veux dire que, pour revenir à la question que tu posais, Flash Gordon n'était pas un personnage qui permettait autant d'adapter, de l'intégrer dans d'autres univers ou d'autres éléments sociétals actuels, parce que ça se passe dans l'espace, parce qu'il y a des aventures, il me semble, partout sauf sur Terre. Hein. Toi, tu sous-entends à travers ton discours que le personnage est tellement iconique qu'il peut s'adapter à tous les éléments, même actuels, et que ça en fait un héros intemporel. Est-ce que c'est ça que tu essaies de nous dire? Justement, Flash Gordon, lui, était emprisonné dans quelque chose d'un petit peu plus feuilletonnant, avec une vision de la science-fiction assez idéalisée, et tout se reposait un petit peu là-dessus. Enfin, il y a bien d'autres éléments, mais en fait, cet attrait pour l'exploration spatiale, dans les années 80, on en est un petit peu revenu. On a connu dans les années 80 quelque chose d'un petit peu plus sombre, les années plus pro-capitalisme aux États-Unis, et du coup, on n'était plus du tout dans cette recherche de cette grande aventure, cette grande quête spatiale. Et d'ailleurs, dans le comics américain, on aura le début des années 90, où là, on rentrera à la période de l'hyper-violence, à la fois dans les styles graphiques et dans les thématiques, pour justement réinventer ces icônes-là. Mais il y a un aspect un peu yo-yo, justement, et je ne parle pas que pour le comics, mais je trouve qu'il y a certains personnages qui ont une sorte de magie, une sorte de don, où ils peuvent être lumineux, et on va ensuite leur donner des récits plus gris, plus nuancés. Et puis après, quand on a fait le tour de ça, on revient à quelque chose un peu plus lumineux. Je ne compte pas le nombre de bandes dessinées qu'il y a eu sur Batman, Superman ou Spider-Man, où en fait le personnage était très lumineux, puis ensuite un petit peu troublé, ensuite parfois même des itérations carrément méchantes, pour ensuite retrouver justement ce personnage-là. Et le fait que justement il soit déjà digéré, c'est très difficile pour de nouveaux personnages de venir s'imposer comme une nouvelle icône. On a peut-être ça avec Luffy, avec One Piece, qui a traversé déjà plusieurs générations, mais je pense qu'on est sur un seul et même récit. C'est finalement très américain. Quand tu m'as dit tout ça, je réfléchissais à Spirou, qui est vraiment un personnage où j'ai jamais très bien compris la démarche jusqu'à découvrir un peu plus les comics, en tout cas l'univers Marvel et DC, et me rendre compte qu'en fait, il y avait un héros avec un bagage de base,
un costume, un petit background, un petit contexte, et puis ensuite on le décline à toutes les sauces. Et en France, pour moi, l'exemple parfait, c'est Spirou. Il a vécu à toutes les époques, dans tous les mondes. Il y a même l'auteur d'une saga que j'adore, on en parlera un jour dans cette émission, qui s'appelle Horlogium, qui a quand même récupéré Spirou pour faire évoluer Spirou dans son univers qui est pas du tout un univers réaliste, un univers de SF très étrange et très intéressant. Et il a fait un épisode de Spirou avec Spirou dans cet univers-là. Et ensuite, on se retrouve avec, et c'est ce que tu disais, des allers-retours avec le personnage. On se retrouve avec Spirou à la Seconde Guerre mondiale, dans l'autre journal d'un ingénu et la saga qui a suivi, qui est très chouette. Je pense qu'il y a deux cas en fait qu'il faut bien séparer. Il y a le cas de la saga en fait ou de la série qui a des publications en fait régulières ou modernes, donc qui a une chance de s'adapter. Il y en a qui réussissent à s'adapter particulièrement bien à leur époque, il y en a pour lesquels c'est plus difficile. Moi je pense que les personnages intrinsèquement, on peut en faire ce qu'on veut tout le temps. Même Flash Gordon en fait, dans quelle mesure il a juste pas rencontré à un moment le bon auteur, le bon scénariste qui a réussi justement à reprendre ce personnage-là et à en faire quelque chose qui parle justement. Il n'y a pas de raison pour laquelle Flash Gordon, intrinsèquement, en fait, n'était pas capable d'évoluer, tu vois, et d'être pertinent pour notre époque. Oui, c'est vrai. C'est juste qu'il n'y a pas eu, à un moment, la bonne rencontre qui a fait que... Et là, maintenant, la chance est peut-être un petit peu passée, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de temps qui ont passé. Je dis Flash Gordon, c'est un pur plaisir nostalgique pour beaucoup de gens, mais on ne recrée pas forcément de la pertinence actuelle, de la modernité, sur une telle base qui serait uniquement nostalgique, en fait. Donc là, c'est pour les questions des sagas, en fait, qui ont la chance de pouvoir évoluer, qui ont des publications régulières, des personnages qui, en gros, sont actifs, quel que soit si c'est un comics, une BD ou un manga. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les sagas qui sont terminées, closes, terminées. Astérix, des BD aujourd'hui, mais très clairement, le corpus de base, voilà, c'est le corpus Uderzo, c'est ça, quand les gens parlent d'Astérix, c'est de ça dont ils parlent. Tintin, c'est le bon exemple, entre guillemets. La question, c'est dans ces sagas qui sont terminées, lesquelles aujourd'hui fonctionnent encore, et lesquelles ne fonctionnent plus tant que ça, tu vois, par exemple. Moi, j'ai une saga franco-française terminée depuis un moment, mais dont on n'entend plus du tout parler, c'est bien sûr Rahan, le fils des Âges Très Farouches, bon exemple. qui était, au niveau de ses aventures, justement, un petit peu redondant, en fait, dans le récit, dans la forme. Alors, ça s'est terminé sur la mort de Rahan, mais il n'est pas totalement mort, il y a quelque chose. Mais justement, je pense que sur ce récit-là, ils ont senti que... Enfin, c'est un ressenti totalement perso, hein, mais j'ai eu l'impression qu'ils ont dit « Ok, on a été au bout du récit, on ne sait plus trop quoi raconter, on est un peu prisonnier. » Parce que c'est aussi ça le piège, c'est que parfois, il y a certaines sagas qui sont prisonniers narrativement et qui ont du mal à se réinventer. Rahan était aussi un petit peu enfermé dans un type de narration, c'est un type d'histoire. Je compare avec Tintin, par exemple. Tintin, la vérité, c'est qu'il y a des récits d'aventure, d'enquête, D'horreur, un de peu, voyage, SF. d'horreur, complètement, d'SF à 100%. Donc, il y a aussi une pluralité à la base, en fait, à l'intérieur du corpus de base, qui font peut-être qu'il y a plein de portes, en fait, potentielles pour plein de lecteurs aujourd'hui. Donc, c'est plus facile d'y rentrer, peut-être, que quand on est dans un seul format, un seul type de narration, et que si c'est plus trop ce que les gens veulent, bon, là, pour le coup, c'est toute la série qui part à la benne. Exactement. Et dans les formats, par exemple, comics, c'est beaucoup plus facile, ça, parce que du coup, on peut se permettre, c'est vraiment... Alors maintenant, avec les films, les multiverses, etc., les gens sont habitués même presque jusqu'à l'écœurement, avec des autres itérations, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut rabattre les cartes. Je vous parlais lors d'une précédente émission du Black Label de chez Urban. Là, les auteurs sont totalement libres de réinventer, ils ne sont pas prisonnier justement du récit canonique. Le revers de la médaille aussi, c'est que avec toutes ces itérations, toutes ces réinterprétations, on amoindrit le mythe, on le rend un petit peu plus flou. Du coup, c'est parfois un petit peu moins intéressant et on perd ce côté un petit peu sérial. Donc c'est un petit peu ambivalent. Pour des récits justement qui sont un petit peu plus figés, notamment dans les mangas, on a des grandes sagas qui ont vraiment marqué leur temps et force est de constater qu'une fois que la mode elle est passée, c'est un petit peu comme les séries télé. Tout le monde en a un bon souvenir, mais qui se dit « Ah, je vais me refaire l'intégrale » Ils ne sont pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'élus qui permettent ça. Donc, il y a vraiment, pour moi, quelque chose de l'ordre de la publication qui joue énormément. Il y a à la fois la publication, par exemple, les comics, on va retrouver beaucoup de personnages d'année en année. Il y en a qui vont sortir des publications pendant un moment et puis qui vont revenir, qui vont pouvoir être réinventés. Il y a beaucoup de personnages comme ça qui ont été réinventés 3, 4, 5 fois, 6 fois. Et ça permet justement de renouveler l'intérêt sur la saga. Mais quand on a bâti toute une saga sur un personnage, c'est beaucoup plus compliqué. Et une fois que la porte elle est refermée, c'est souvent difficile à ouvrir. Je ne sais pas si vous avez ce même sentiment que moi. Il y a des sagas que j'adore,
Dès que le nouveau tome sortait, je l'achetais. Et c'est dans ma bibliothèque. Et j'ai du mal à m'en séparer, mais j'ai du mal à croire que je les relirai. Ouais. Parce qu'ils m'ont marqué, mais il y a le récit a trouvé sa fin. Et je dis pas forcément que créer une fin vient entériner une saga, mais je pense que le pouvoir reposer, rabattre les cartes d'un personnage en fonction des évolutions de la société, c'est hyper intéressant. Par exemple, on parlait des réinventions, je crois qu'il y a eu des réinventions sur Lucky Luke, sur Marsupilami, d'autres récits adultes, un petit peu différents, mais avec un angle intéressant. Et ça permet de réinventer le personnage, je veux dire, on n'a peut-être pas tout fouillé. Moi, je me souviens, tu parlais des Spirou. Spirou et Fantasio, ça n'a jamais été mon truc. Je vais pas mentir, ça n'a jamais été mon truc. Et pourtant, un moment, on m'a offert le tome 46 de Spirou et Fantasio à la machine qui rêve. Et j'avais trouvé ça incroyable. Ouais. Mais par contre, pour ceux qui suivaient Spirou depuis le début, comme c'était mon cas, c'était hyper bizarre. Tout d'un coup, c'était ancré dans un monde beaucoup plus moderne. Il y avait des choses très concrètes. C'était très sombre. Et jusque-là, Spirou, c'était des aventures assez légères. Je sais que c'était vraiment... pour moi, c'était un basculement. Je sais pas à quel point ça a été voulu. Mais en tout cas, c'était vraiment un tome intéressant pour ça. C'est intéressant parce qu'il y a une façon effectivement de régénérer. Même quand je repars sur Tintin une seconde, mais en fait, le mythe, il se régénère aussi, par exemple, quand il y a l'adaptation avec le film de Spielberg. C'est qu'en fait, c'est des portes d'entrée. Je sûr, il y a moyen sans toucher au corpus de base, sans créer de nouvelles BD, en fait, de régénérer quand même à l'intérieur, de redynamiser, de rapporter de la vie quand même dans le personnage, qui ramène derrière les gens vers le corpus, de toute façon, de base. Est-ce que c'est, par exemple, il y a beaucoup de films et de séries qui vont te ramener à des BD que les gens n'ont pas forcément lu. Je pense à... C'est Moon Knight. Moon Knight, dont on avait parlé dans une précédente émission, qui est vraiment confidentielle à la base. Je crois pas que ce soit méga connu. Et après, là récemment, j'ai rigolé parce que j'ai vu qu'ils avaient fait une adaptation de la BD Natacha. Oui, je sais pas si vous avez vu passer qui ça. va sortir. Qui est sorti. C'est sorti, non? Cette BD, elle est mythique pour plein de gens, mais pour moi, elle était vraiment oubliée. Après, peut-être que je me trompe et que c'est un classique pour beaucoup. Vu les chiffres au box-office, elle est pour beaucoup de gens. Ouais, je crois. Après, il y a aussi un fil sur lequel le cinéma français tire énormément, justement, la bande dessinée, les adaptations, jouer sur le côté, ça fera venir les lecteurs, etc. Il est temps d'arrêter, messieurs les producteurs. Et tu vois, par exemple, un personnage dont j'aurais espéré qu'il ait un peu une seconde vie, que je trouve pertinent, mais ça vient pas, c'est Gaston Lagaffe, par exemple. Moi, je trouve que ça reste un personnage hyper amusant, hyper pertinent. Il est adapté en film. Par rapport au monde du travail, par rapport à une question de la productivité, je trouve qu'il aurait toute sa place. Mais j'ai pas l'impression que... Mais moi, je trouve qu'il y a eu plusieurs mini-formats Canal+. Je crois qu'il y avait avec Pierre Ninet, il y avait avec d'autres comiques qui ont fait d'autres mini-formats comme ça. Mais je me suis toujours dit, mais c'est tellement le format Gaston Lagaffe, en fait. Ouais, c'est vrai. Vraiment un petit sketch de 3 à 5 minutes et juste sur le bureau, etc. Ça pourrait être très très bien. Est-ce que vous avez des œuvres auxquelles vous pensez qui, pour vous, ont été oubliées, mais qui, vous, avaient été mythiques? Je vais vous donner un exemple de mon côté, c'est le Scrameustache, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une BD qui, je crois, il faudrait vérifier, encore quelques tomes qui sont sortis récemment. Et c'est vraiment, je ne sais pas quand, mais j'étais petit, quoi, donc ça fait au moins plus de 20 ans. C'est une saga que j'ai là ressortie pour lire avec ma fille, et c'est vraiment une BD d'une autre époque, quoi. C'est assez drôle. Et je sais pas si, tu vois, par exemple, ma fille, elle accroche pas. Elle lit énormément, mais je lui dis, ça te dit de lire un petit peu ça. Et en fait, c'est une époque où je pense qu'on n'arrivait pas encore à faire des récits tout à fait adaptés aux enfants. C'était une époque où on se disait, on va faire un récit d'aventure, mais bon, il est mignon, il ressemble à un chat, ça passera. La sombre époque où Téléchat passait à la télévision. Voilà, franchement, pour moi, ça rentre exactement dans cette lignée-là, tu vois. Et donc là, c'est l'histoire d'un extraterrestre qui a un peu un design de chat et qui a un casque rouge et qui tire un laser qui peut transformer les gens en statue de sel pendant quelques temps. Enfin, du coup, tu connais Rémi, c'est pour t'expliquer, Adrien. Okay. Et en fait, tu suis un orphelin qui a été adopté qui rencontre ce personnage-là et puis ils vont vivre des aventures parce que lui apparemment aurait une influence sur l'univers, ce jeune garçon adopté. Et sacré pitch. Ouais, c'est très étonnant et j'aimais bien, j'étais à fond et je me demande si c'est peut-être pas une œuvre qui ne vieillit pas, quoi, parce qu'en gros t'as vraiment le petit village français dans tout son archétype comme Champignac un peu, tu vois. C'est vraiment, t'as le mec bourré, t'as la campagne, puis t'as le héros naïf, enfin tout l'archétype du héros, tu vois, qui est gentil, bienveillant, un petit peu naïf, mais voilà. C'est assez marrant et je pense que de nos jours, un récit qui démarre comme ça, c'est un récit assez cliché qui va tout de suite reposer sur des archétypes qu'on a tellement vus qu'on n'arriverait plus à l'apprécier à sa juste valeur, je pense. Je pense que ça joue aussi la teneur du récit. Oui, mais par exemple, faut pas oublier qu'en bande dessinée, par exemple, t'avais Fantomas aussi. Alors, qui a été réinventé il y a peu de temps, mais les Fantomas de l'époque, le côté genre, c'est un super criminel, c'est la base maintenant. C'était une BD Fantomas à l'origine ? À l'origine, ouais. J'ai noté aussi
Tarzan ou Mandrake le magicien. Bon, bah, c'est un peu daté, quoi. Et en fait, je me demande si on touche pas quelque chose quand même sur cette histoire des Super différents Dupont. niveaux de lecture. Parce que je repense à ce que tu dis. Pourquoi est-ce que cette BD-là marche pas? Tu sais, tu parles des références, Ouais. le village français, etc. En fait, il y a toujours ces éléments d'environnement qui vont être accrochés à leur époque, quoi que tu fasses. Toi-même, tu le produis de ton époque. Quoi qu'il arrive, tu vas le mettre. Mais la question, c'est si tu as cette couche supplémentaire au-dessus d'avoir un vrai récit d'aventure, il y a quelque chose de ludique, quelque chose de rigolo, mais vraiment à l'intérieur. C'est que moi, Astérix et Obélix, quand je les lisais enfant, moi, je voulais savoir c'était quoi l'aventure d'Astérix. Je me fichais des blagues, en fait. Ouais, Je tout à rigolais fait. pas quand je regardais Astérix. Je voulais vraiment savoir comment ils allaient se sortir de telle situation. Ouais, bien sûr. Et donc, il y a toujours ces niveaux de lecture, en fait, qui font que ça accroche. Et là, peut-être que la BD dont tu parles, en fait, c'est parce que là, le côté un petit peu, justement, aventure et tout, est un peu faiblard. Ça fait qu'en fait, ça se repose beaucoup finalement sur le côté. Regardez, en fait, c'est un petit peu une caricature, tu vois, de la France, etc. Mais en fait, ça, c'est très dans son époque. Donc, si tu Ouais. perds ça, en fait, bah, d'un seul coup, t'as pas vraiment de jambes en fait sur lesquelles t'appuyer, quoi. Ouais, c'est possible. Ouais. Et est-ce que vous avez par exemple des exemples de personnages qui pour vous étaient dépassés mais qui ont réussi à redevenir cool justement quand ils ont une nouvelle version, une nouvelle adaptation? Qu'est-ce qui vous vient en tête spontanément? Bah, moi, l'exemple, je peux trouver, mais c'est un exemple un petit peu controversé, on va dire, c'est que je repars sur Blueberry. Moi, je suis rentré sur Blueberry par, en fait, le film, qui justement présente un Blueberry très différent, beaucoup moins viril, en fait, que celui de la BD, beaucoup plus sensible, avec des difficultés, etc. Qui, en fait, recoupe et qui justement, m'a fait une super porte d'entrée, mais ça m'a pas enlevé du plaisir quand j'ai découvert, en fait, le Blueberry héros avec un H majuscule, hyper débrouillard et tout. Il y a un tas de plaisir en fait à trouver là-dessus parce qu'il y a aussi un truc un peu génial justement d'avoir ces personnages principaux qui se sortent toujours grâce à leur ingéniosité en fait de toutes les situations en gros. Et en fait, il y a un côté très ludique et très sympa à ça aussi. Mais je pense que si j'avais découvert d'abord en fait peut-être cette vision-là, j'aurais peut-être moins accroché en fait. Tout de suite, on m'a dit t'inquiète pas, le spectre en fait du personnage, il peut être plus large et ça te permet de rentrer avec cette connaissance-là, de savoir que tu peux faire beaucoup de choses et que tu ne vas pas te limiter au personnage tel qu'il est présenté dans les premiers tomes, quoi. Tout ça va s'approfondir. Et là, ils ont sorti des derniers tomes, justement. Un dernier tome qui dessine, et qui est très chouette. En fait, ça change très très régulièrement. Ah, ça... Là, je crois qu'il y avait Johan Sfar qui a fait une. Oui, c'est ça, c'est Johan Sfar. Ouais. Mais il l'a fait en parallèle en fait d'autres gens qui travaillent aussi sur Blueberry. Ok. Ça reste quand même un poids assez lourd de la publication, quoi. Mais tu vois, par exemple, un duo qui j'ai l'impression a du mal un petit peu à traverser. C'est moi, j'aimais beaucoup Blake et Mortimer, par exemple. Et j'ai l'impression que ça connecte un peu moins aujourd'hui. Bah, ça, c'est la forme, hein, pour moi, le problème de Mortimer. Bah, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu old school, mais qui Ouais. était déjà là à l'époque. Moi, tu m'as fait penser au Tunique Bleu, je sais pas si vous connaissez. Ah ouais, Et tout à une fait. BD qui, pour moi, je sais pas si ça continue à sortir. Ça continue à sortir et ça a un certain succès. Ah bah tu En vois, fait, je pensais que ça existait plus. Il y a de la part des adultes, ah moi j'adorais les tuniques bleues, et s'ils les mettent dans les mains des gamins, souvent ça repart bien. Ça marche quand même. Parce qu'il y a aussi quelque chose d'un petit peu différent, c'est qu'en fait, la présence du western n'est pas la même qu'il y a quelques dizaines d'années. Maintenant, c'est beaucoup plus rare le western. Et donc, du coup, quand tu te retrouves gamin avec tu dis une bande dessinée jeunesse qui se passe dans un western, c'est plus aussi banal. Donc, du coup, ça peut être un petit peu différent. Ouais. Et ça me fait penser aussi à la BD Tif et Tondu, dans la série BD qui ont... Pour le coup, ils ressortent des intégrales, donc j'imagine que ça plaît encore quand même, mais il n'y a pas de nouveaux tomes. Il faut voir qui ça vise et le nombre d'éditions qu'il y a eu. Ouais, je me souviens qu'à l'époque, j'aimais bien, et je pense que pour le coup, c'est moins littéraire que Blake et Mortimer, parce que Blake et Mortimer, tu as vraiment une description à chaque case de ce qui se passe. Mais je pense qu'il y avait un côté qui fonctionnerait moins aujourd'hui. Et même aussi sur le format en lui-même, hein, parce que je regardais, mais moi, quand je relis La des Tintins avec mon fils, je suis parfois très surpris de la quantité de texte. C'est extrêmement verbeux. Et je me fais la même remarque sur Blake et Mortimer. Ça me surprend vraiment, parce que je sais pas de souvenir que moi j'en avais. Bon, là, on s'éloigne un petit peu de la rapport au personnage en eux-mêmes, mais évidemment, on peut pas les déconnecter non plus du médium, et ça s'exprime. Je pense que ça influe sur le fait qu'une œuvre traverse le temps par rapport au débat qu'on a, quoi. Est-ce que vous pensez que ce serait pas nous qui changeons notre regard par rapport aux personnages que davantage les personnages qui ont du mal à évoluer en fait? Est-ce qu'on développe notre esprit critique et du coup on accepte moins de choses? Alors, en tout cas, par rapport à ce qu'on a cité depuis le début du débat, sur certains points, oui. Après, je pense qu'on est plus exigeant aussi parce qu'on lit de plus en plus de choses. Je pense que plus tu grandis, plus tu lis, plus tu as des références et plus les moindres faiblesses dans les récits te paraissent un peu lassantes, et donc du coup tu vas pas avoir envie de retourner voir certaines choses, de relire certaines choses. Je pense que l'innovation, le fait d'être stimulé à chaque fois que tu ouvres un livre, c'est quand même central, tu vois. Et donc, c'est pour ça que moi, même si j'ai adoré Astérix, mais vraiment à un point inimaginable, même là, qui réédite, même si en plus j'aime bien Fab Caro, j'adore son humour, etc., je les lis pas, tu vois. Je les vois passer, je les feuillette, je me dis,
ça a l'air marrant. Mais on a besoin de nouveautés, je pense. Après, moi, je pense pas que c'est notre regard qui fait, en fait, qui change et qu'en fait, quelque part, on trahit peut-être des passions enfantines qu'on a eues, si tu veux, en ne les aimant plus. Moi, je pense vraiment qu'en fait, on affine notre regard et qu'on voit en fait des problèmes qui étaient là depuis le départ, qui font qu'on décroche plus en fait par rapport à cette série. On a l'impression, on emmène moins en fait dans notre âge adulte, tu vois, des passions qu'on avait nécessairement, quoi. Et peut-être que l'inverse peut être vrai aussi parfois. Par contre, c'est redécouvrir des BD sur lesquels on est passé rapidement enfant, tu vois, qui en fait nous parlent beaucoup plus quand on est la plupart des personnages, justement, qui eux vieillissent bien. Tu vois. Ouais. Après, il y a aussi d'autres éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte. Je pense notamment, ça se voit d'autant plus dans la bande dessinée jeunesse, c'est dans l'édition. C'est-à-dire que les bandes dessinées ont parlé, les Kid Paddle, les Léonard, les Garfield, etc. C'était une esthétique assez spéciale. Maintenant, on a des styles graphiques qui sont beaucoup plus différents et une édition aussi souvent avec un travail sur les couleurs, sur l'objet bande dessinée qui est très très riche et qui permet aussi d'être plus attrayant. Mais la question que moi je me pose, et je n'ai pas vraiment de réponse, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sortent tous les ans, des bandes dessinées, mais c'est vrai qu'on peine à trouver des grands modèles. On parlait de Mortel Adèle, par exemple, mais c'est difficile de trouver maintenant des grands modèles incontournables tellement on a accès à beaucoup plus d'ouvrages. Ça crée aussi, j'imagine, de la part des auteurs et des éditeurs, le fait de partir sur une bande dessinée un petit peu prise de risque. On va davantage le trouver dans la bande dessinée adulte. On a beaucoup je ne sais pas si vous avez remarqué ces dernières années, on a beaucoup ce qu'on appelle les one-shots, donc un seul tome qui va être souvent parfois des sujets de société, par des sujets politiques. Le format BD reste quelque chose de très attrayant, mais c'est vrai qu'on a du mal à avoir vraiment une grande saga fédératrice, sauf, c'est mon sentiment, s'il y a beaucoup de réinventions dans les comics, c'est surtout dans les mangas, où on va avoir des figures de proue récentes. On peut avoir Naruto, One Piece tout à l'heure. One Piece, mais Naruto, il y a aussi Boruto, et qui est aussi très bon derrière. Et pour des mangas qui sont un petit peu plus datés, j'ai l'impression qu'en fait, quand on vient mettre un point final à l'histoire, ça ferme vraiment une porte. Ça a du mal à passer d'une génération à l'autre. Alors, il y a des exceptions comme on a pour les Tintins, mais si par exemple je prends en manga les Full Metal Alchemist, je suis pas sûr que les plus jeunes soient encore dedans en fait. Ouais. Et, par contre, c'est marrant ce que tu soulignes parce que je suis en train de me dire que là, dans les grandes sagas pour jeunes, pour ados et pour adultes, c'est dans les mangas maintenant que j'ai l'impression que tu vas avoir des... Je réfléchis en fait si là actuellement on a des sagas qui embarquent tout le monde, tu vois. Alors, il y en a. Et il y en a une justement sur laquelle je voudrais m'arrêter, c'est les légendaires. Les légendaires, il y a plein de versions. Ouais, c'est vieux, mais les légendaires, j'ai toujours trouvé que c'est mon avis. Il y a de la part de beaucoup d'adultes un côté, oh non, les mangas, non. Alors que si c'est une bande dessinée, ça va. Mais les légendaires, j'ai toujours trouvé que le trait faisait très manga. On est d'accord. Et donc, il y a eu beaucoup d'adaptations. Il y a eu les légendaires parodies, il y a eu de Chroniques d'Arkel, etc. Il y a beaucoup d'itérations. Mais je pense que justement, c'était cette grande saga-là, cette porte d'entrée-là. Il y a d'autres figures de proue, mais davantage pour vraiment les plus jeunes, sur vraiment des bandes dessinées à sketch. Sinon, ça va être des tomes. Il y a des choses qui fonctionnent bien, mais ça va être des sagas un petit peu, je dirais, comme le Château des Étoiles. C'est des choses qui sont magnifiques, qui vont beaucoup plaire, mais est-ce que ça va vraiment devenir des figures de proue ? Il n'y a pas tellement de figurines de produits dérivés. Je crois que j'ai une explication. J'ai l'impression, là, au travers de tout ce qu'on est en train de dire, qu'il y a un truc, c'est qu'il y a beaucoup plus de contenu en BD que quand on était plus jeune, que c'est un art qui s'est développé et démocratisé et que beaucoup plus de gens pratiquent. Et donc, de ce fait, on spécifie plus, je parle en termes de produits et d'éditeurs, on spécifie plus l'œuvre qu'on est en train de faire pour un public cible. Et donc, j'ai l'impression que tu vas avoir, dans les œuvres que je vais recommander, moi, pour enfants, qui est vraiment pour enfants, c'est-à-dire que nous, adultes, on va être touchés, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment ciblé pour les enfants, mais les sagas qui fonctionnent en ce moment en BD, je pense à Black Sad, à chaque fois qu'il y a un nouveau tome qui sort, c'est un succès correct. J'ai jamais lu, mais Iris, je pense que ça se prononce comme ça, IRIS, qui est une saga pour adultes que je n'ai pour le coup jamais lu. Et j'ai l'impression que c'est très sectorisé, que Astérix, ça plaisait à nos parents et ça nous plaisait à nous. Là, IRIS ou aux adultes. C'est vrai que on voit un marché évoluer dans la bande dessinée, les comics et les mangas qui est beaucoup plus de niche. Notamment, j'ai pu le voir par exemple dans les mangas et dans les comics où il y a parfois beaucoup moins de tirages, où on va voir les magasins qui vont avoir
un seul tome à vendre, qui vont juste en racheter un si quelqu'un l'a acheté et encore, ce qui fait que en effet, on vient nourrir et sectoriser beaucoup plus les lecteurs là où on avait justement avant une grande figure de proue. C'est un petit peu la température à l'heure actuelle. Il n'y a pas quelque chose qui vient remporter les suffrages, hormis, j'ai l'impression, One Piece. Notamment, je pense que ça a été motivé par les rediffusions des épisodes en télévision. Pour moi, c'est ça qui a relancé la génération après. Et puis One Piece, c'est un piège parce que c'est long. c'est surtout que c'est transgénérationnel parce que ça fait des années. C'est-à-dire que Je crois que c'est le tome 107 qui est sorti. ça là. fait plus de 20 ans qu'il a démarré. Et c'est intéressant de savoir, c'est quand il y aura la fin de One Piece. Est-ce que et ça va 15 durer ans plus tard, Ouais, ils le feront exactement. toujours. Ouais, j'ai l'impression que cette œuvre-là elle peut traverser le temps. Ah, c'est En tout possible. cas, l'avenir nous le En tout dira. cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, quand une série se termine, elle a un petit peu de force vitale qui la quitte. Ouais, Quoi qu'il c'est arrive. clair. Pour finir, si vous deviez choisir un personnage qui a pour vous le plus pris dans la gueule le XXe siècle, c'est vraiment celui où on dit ça passe plus là. Ah, si j'en ai un. Achille Talon. Ah ouais, putain, je peux pas. Lui, si tu veux, Achille Talon, je sens même que l'archétype qu'il est supposé représenter n'existe plus dans le paysage. C'est-à-dire que je comprends même pas vraiment de qui on se moque quand je vois Achille Talon maintenant. J'en ai quelques-uns à la maison. Alors, un jamais très bon été exemple. fan parce que je pense que déjà quand j'étais enfant, c'était déjà un petit peu pas pour moi en fait. Mais vraiment, là, c'est monomaniaque sur une vision, sur une chose en fait. Et effectivement, là, aujourd'hui, ça tape complètement à côté. En tout cas, c'est juste que c'est inexistant, quoi. Ça m'a permis de trouver mon exemple, c'est Lucien. Je sais pas si vous voyez, j'espère que je me trompe pas dans le nom. Un personnage avec une banane qui symbolise un rocker, mais vraiment de l'époque Ah oui, des rockers de nos parents. Il n'a aucun sens aujourd'hui. Même si c'est vrai. C'est drôle. les rockers comme ça, il y a plus. Tu dis ça, tu Il dis n'aurait ah, jamais dû avoir. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un vieux perso que vous aimeriez voir revenir, mais bien réécrit cette fois-ci, ou un qui a du potentiel, vous dites Non, Bah, moi, je l'ai dit, il y a un personnage qui, je trouve, mérite de revenir sur le devant de la scène, c'est Gaston Lagaffe. Je trouve qu'à l'heure de la Startup Nation, on a besoin d'un Gaston Lagaffe. c'est vraiment autant fan. Moi, j'accrochais pas trop, tu vois. Ah, moi, j'aimais beaucoup. Je me souviens encore d'exploser de rire sur une case et je ris très rarement quand je lis de la BD. Ouais, C'est-à-dire que je trouve que l'humour en BD, c'est dur. ouais, c'est très dur. c'est Et vrai. là, vraiment, c'est un gag hyper visuel. Je peux pas le raconter. Ouais. Mais en fait, je sais pas comment. Bah, voilà, ça fait que ça m'a vraiment marqué. Pour moi, s'il y a un personnage qu'il faudrait remettre vraiment au goût du jour en avant, pour moi, c'est Guéluron. Ah, c'est pas mal. Parce que Guéluron, il se passe toujours plein de choses à l'image et tout, c'est vraiment... moi, ça me faisait marrer. Mais Gottlieb, il était très très fort. Impeccable. Eh bien, écoutez, qu'ils soient immortels ou totalement dépassés, ces personnages font donc partie de l'histoire de nos BD, comics, mangas, de nos sociétés. Ils se font l'écho de notre temps. Mais heureusement, il nous reste toujours plein de nouveaux personnages à découvrir. Et je vous propose de terminer avec notre tour de table des dernières lectures et de ce qu'on attend de pied ferme. C'est donc l'heure de se poser la vraie question. Qu'est-ce qu'on a lu récemment et surtout qu'est-ce qu'on veut lire prochainement avant que cette pile de livres ne prenne des allures de monument de procrastination? Adrien, on commence par toi. Alors, dernière lecture, c'est Un zoo en hiver de Taniguchi. Voilà, je vais pas m'étendre plus que de raison. Je vous confère épisode 1 de la bande à bulles. C'était génial. Et ma prochaine lecture, ce sera évidemment le tome 7 maintenant du Château des Étoiles. Laurent? Pour ma part, moi, ce que je vous recommande très chaudement, c'est le premier tome d'Armel et Mirko de Julien Arnal, qui est une BD pour enfants, donc je vous en parlais tout à l'heure. BD pour enfants qui est très touchante, avec un récit très court, et le pitch est très simple, c'est une tortue qui a une très grande peur du noir, et du coup elle n'ose pas rentrer dans sa coquille, sauf qu'une tortue, pour se protéger, doit rentrer dans sa coquille. Et un jour, la vie l'amène à rencontrer une pote qui est une luciole. Du coup, c'est hyper mignon. C'est vraiment très adapté pour les enfants. Les dessins sont incroyables. L'illustrateur a un compte Instagram que je vous invite à suivre. Il s'appelle Julien Arnal. Et ma prochaine lecture, sans surprise, ça sera le tome 2 qui, pour le coup, sera fait à l'aquarelle, là où le tome 1 a été fait simili aquarelle mais sur ordinateur. L'auteur, j'ai échangé avec lui justement sur Instagram parce que j'avais envie d'acheter ses œuvres et qui m'a expliqué que sur le deuxième tome, il avait fait à l'aquarelle et donc plus du tout sur ordi, ce qui est un vrai challenge en soi. Quant à moi, la dernière chose que j'ai lue, c'était Sacrifice, donc un comics, donc c'est le tome 1 de Rick Remender et Max Fiumara. Alors, je vous donne le synopsis. Il est possible de vivre dans un monde en harmonie, mais il faut en payer le prix. Le prix est élevé mais simple. Chaque foyer doit offrir un de ses enfants en vue d'un sacrifice. Alors que l'échéance arrive, un fils qui n'a jamais été aimé par sa famille doit
partir honorer cette dette. Mais il ignore qu'il sera peut-être l'une des clés qui pourra enfin briser ce cycle de souffrance. Et alors, Rick Remender, c'est celui qui avait fait Black Science. C'est absolument magnifique. J'attends de voir un petit peu comment va évoluer le récit, parce que pour l'instant, il y a vraiment de bonnes bases. Je trouvais ça hyper rafraîchissant. En tout cas, ça a fait son petit effet sur moi. Et ce que j'attends de pied ferme, alors c'est encore du comics, mais c'est pas forcément un comics en particulier, c'est ce qui se fait actuellement chez DC Comics, qui est l'univers absolu. En fait, c'est le principe que les personnages, les super-héros, n'ont plus de pouvoir ou n'ont plus d'éléments qui les caractérisent. Et donc, il faut que je lise un petit peu l'histoire, j'ai pas lu. Mais de ce que j'ai lu, il y a des réinventions de personnages très intéressantes, notamment Superman qui en fait a grandi jusqu'à, je crois, l'âge de 10 ans sur sa planète, et donc lorsqu'il arrive sur Terre, c'est un petit peu différent, et avec une relecture aussi d'un Batman qui n'a pas un rond. Ça a l'air super bien dessiné et ça a l'air super bien écrit, donc j'ai vraiment hâte de voir ces relectures, justement ces réinventions, hein, on reste dans le sujet du jour. Et voilà, c'est déjà la fin de ce voyage à travers les pages, les bulles et les ténèbres. Si vous avez aimé ce tour d'horizon, eh bien la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas l'intention de s'arrêter là. Vous pouvez toujours nous retrouver sur Instagram et Facebook pour ne pas louper les prochaines émissions. Et bien sûr, on est aussi sur Deezer, Spotify, iTunes Podcast, pour que vous puissiez nous emmener avec vous partout. Dans le bus, dans le métro ou même sous la couette, oui, on vous accompagne partout. Voilà, tout est dit. Merci de nous avoir suivis dans ce tourbillon de cases et de bulles. Et n'oubliez pas, les BD, les comics et les mangas, c'est comme un bon café. Ça peut être doux, fort, amer ou sucré. Mais l'essentiel, c'est qu'on le boive ensemble. Alors à la prochaine. Et on espère avoir contribué à faire grandir votre pile de trucs à lire. Georges Corona est... Je vais dire Jorg, hein, je pense. Georges Corona et... Georges Corona, ça... c'est pas le même. Michel Cancer.